Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, le Frexit est-il une nécessité ? Et en seconde partie, la France est-elle en train de disparaître ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un prestigieux haut fonctionnaire, homme politique et écrivain français. C'est un Vendéen jusqu'au bout des ongles. Jugez-en vous-même. Préfet de Vendée, il démissionne à l'élection de François Mitterrand, créateur du Puy du Fou, un concept enraciné qui s'exporte maintenant dans le monde entier. Toujours dans la région de son cœur, il a été député européen, président du Conseil général de Vendée. Il a laissé sa marque en tant que ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Ses prises de position courageuses contre l'islamisation et pour l'identité chrétienne de notre pays lui ont valu l'opprobre du système, mais pas pour nous. Il restera celui qui défendra notre pays au travers du mouvement pour la France qu'il a créé. Sans lui, le débat politique aurait été souvent atone. C'est donc un monument de la politique française. Je vous demande d'accueillir Philippe de Villiers. Abidjan, Gabriel Cluzel et Pierre Gentillet. Et alors là, le public n'a jamais été aussi nombreux, hein. C'est une standing ovation, ou presque. Hein. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté, le 5e de cette nouvelle formule de Bistro Liberté qui pulvérise les audiences sur Internet. Alors après Juan Branco, Idrissa Berkane, André Berkoff et Charles Gave, il nous fallait encore du lourd. Avant donc de nous entretenir avec notre nouvel invité, je tiens encore ici, au nom de toute l'équipe de TVL, à vous remercier, vous qui nous regardez sur YouTube, mais aussi notre public ici en plateau. On peut vous applaudir. En tout cas, continuez à liker nos émissions, c'est très important pour le référencement et bien entendu, à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Éric Morillo. Merci de votre fidélité à cette chaîne YouTube. Je suis très heureux d'être ici, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je vous connais bien et je vous considère comme un grand journaliste indépendant. Et donc c'est un plaisir pour moi, j'ai tout de suite dit oui, comme on m'avait interrogé pour savoir si j'allais venir. Et puis j'aime TV Liberté. Parce que c'est une des voix de la France libre, tout simplement. Ah bah écoutez... Rien à rajouter, mais merci quand même au nom de toute l'équipe. Alors, on est particulièrement heureux, je le disais, de vous recevoir dans cette émission, dans le programme. Encore une fois, on l'a vu au sommaire, s'annonce particulièrement riche ce soir. Vous le savez, vous ne serez pas seul, cher Philippe de Villiers, pour vous accompagner. Je vous présente nos sociétaires d'un jour. Alors d'abord, honneur aux femmes. On nous a en effet souvent critiqué depuis septembre pour ne pas en avoir accueilli beaucoup parmi nos sociétaires. Alors c'est chose faite désormais. Et quelles femmes? Alors deux sont parmi nous ce soir. Pour commencer, elle est à la tête de la rédaction du site Boulevard Voltaire. On la voit régulièrement sur CNews, on l'entend aussi sur Europe 1. En tout cas, ce site Boulevard Voltaire cartonne depuis la rentrée. Bienvenue à vous, Gabriel Cluzel. On peut l'applaudir. Également parmi nous ce soir, et on est ravis de l'accueillir, donc une autre femme de médias. Son talent s'est révélé à la tête de la matinale Ligne droite sur Radio Courtoisie. Bienvenue Clémence Oudiakova. Merci beaucoup. Mesdames, vous ne serez pas seules, c'est un habitué de TVL, mais aussi de CNews. On est ravis de le recevoir à nouveau. On le remercie lui également pour sa fidélité. Il est jeune, avocat, mais surtout connu pour ses prises de parole vraiment libres, que cela plaise ou non. Bonsoir Pierre Gentillet. Bonsoir.
Et enfin, mon acolyte préféré. J'ai pas dit alcoolique. Mon acolyte préféré. Il y en a une à chaque fois. En même temps, je n'en ai qu'un d'acolyte. On adore ses saillies verbales. C'est l'influenceur qui cartonne à la tête de sa chaîne YouTube Je suis pas content TV, notre précieux Greg Tabibian. Et bien sûr, les présentations ne seraient pas complètes sans notre pépite du dessin en live, c'est Ignace. Voilà donc pour les présentations, cher Philippe de Villiers. Alors, en guise d'introduction, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous poser quelques questions à la fois sur vous, sur votre parcours, mais aussi sur l'actualité du moment. Et vous verrez qu'on a beaucoup de choses à dire, je suppose. Alors, on va commencer d'abord par dire, d'ailleurs à notre public, que samedi 12 novembre, donc ce samedi, aura lieu une soirée événement. Ce sera à partir de 21h15. Ce sera sur la chaîne C8 autour d'un document inédit, Le Puy du Fou, raconté par un certain Philippe Duvillier. Alors justement, première question, cher Philippe de Villiers, que j'ai envie de vous poser. Je crois que beaucoup de gens se la posent. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Écrivain, essayiste, sage retiré sur son Aventin, entrepreneur ou encore scénariste? Les quatre, mon capitaine. Si je devais me définir, je dirais... Ou comme un lanceur d'alerte, peut-être? Oui, aussi. Mais plus simplement, je suis un Français combattant, enraciné, et qui applique une devise que j'ai depuis l'âge de 18 ans, qui m'a été fournie par mon père. Une société se sauve, non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Voilà. Donc, j'utilise... alors, il y a différents vecteurs. La poétique, la politique, la métapolitique. Ce que chacun d'entre nous devrait faire. C'est pas parce qu'on est sur l'agora qu'on ne doit pas écrire des poèmes. Et en fait, j'ai voulu écrire un poème français qui s'appelle Le Puy du Fou. Alors, vous avez une actualité très riche, puisque, en effet, Le Puy du Fou, donc j'encourage le public à regarder donc, cet événement, ce document, samedi donc, prochain sur C8. Une riche actualité, puisque vous signez également donc, un nouveau livre intitulé La valse de l'adieu, donc publié chez Plomb. Vous revenez dans ce livre sur l'histoire post-révolutionnaire du fameux Jean Foutre, un personnage dont le nom est resté comme une moquerie, voire une insulte. Alors, pourquoi, après Clovis, après Saint-Louis, après Jeanne d'Arc, pourquoi avoir choisi ce fameux Jean Foutre, Philippe de Villiers? Parce que j'ai d'abord voulu écrire sur les murs porteurs allégoriques de la petite demeure invisible qui est en chacun d'entre nous. Les murs porteurs, c'est Saint-Martin, la Charité, puis Clovis, la conversion, la fille aînée de l'Église, puis Saint-Louis, l'oblation, le chêne, la justice, la tempérance, et puis enfin Jeanne d'Arc, le sacrifice, le martyr, le plus beau trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre la terre et le ciel. Et après, je me suis dit, maintenant, je vais passer de l'autre côté. Après les murs porteurs, les éboulements, donc après la Révolution française. Et là, c'est un livre sur le 19e siècle, qui peut intéresser tous les Français, que tous les Français retrouveront dans leur paysage familier. Et en fait, je porte en moi une histoire que j'ai voulu raconter depuis mon enfance. Oui, votre livre commence en Vendée. Hein. J'aimerais que vous nous parliez de cet attachement à ce territoire. Alors, en fait, la Vendée, c'est ma terre. Mon enfance s'est écoulée au fil de petits ruisseaux à Cresson qui chantaient entre les mimosas. C'était un concert d'oiseaux, d'animaux sauvages. C'était un concert d'humilité. J'entendais d'Ariolet les toucheurs de bœufs, et j'entendais de loin « Oh, Callot, Luneau, Verdun, Douaumont, doucement, doucement ». En fait, c'était le nom des bœufs d'un ancien de la guerre 14-18, etc. Et tout ça chantait en moi. Et un jour, je me suis dit, je vais faire un hymne pour cette enfance heureuse. Mais là, ce dont je voulais vous parler pour mon livre, je suis parti d'une histoire authentique
et qui est la suivante. Napoléon a promis aux Vendéens de venir en Vendée pour panser les plaies de la Vendée. Il tient parole, et le 8 août 1808, il arrête sa berline aux 4 chemins de Lois. Là, il descend de la berline avec Joséphine, et il a demandé qu'on lui présente un échantillon de spécimens de la guerre de Vendée, 1793. Il arrive sur une jeune fille qui est habillée en hussard. Donc il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis Louise Regrenil. Il dit, mais vous avez un uniforme de hussard? Il dit, oui, j'ai emprunté un hussard. Il comprend qu'elle l'a tué. Et il lui dit, vous faisiez quoi là pendant la Grande Guerre? Et il dit, j'étais blanche, monsieur l'empereur. Il a un léger sourire, mais il se méfie parce que tout le monde le surveille. Il passe au suivant. Et le suivant, c'est son frère. Il s'appelle Jean Regrenil. Louise, Jean. Et il dit, et vous êtes le maire? Il avait une écharpe. Oui, c'est une de vos administrées. Non, c'est ma sœur. Et vous, pendant la guerre de Vendée, vous faisiez quoi? Sire, j'étais neutre. Vous n'étiez qu'un Jean foutre. Et là, il y a tous les maires du canton, tous les maires de l'arrondissement, toutes les élites, comme on dirait aujourd'hui, qui entendent ce mot, et c'est fini pour lui. Or, il est maire et il est luthier. Il fabrique de la musique buissonnière, il est réputé à Montaigu. Il va tout perdre. Seulement, il va tout perdre, sauf son oreille. Et il a l'oreille absolue. Vous, Éric Morillo, quand vous entendez un son, lui, mon héros, il en entend 50. Et ça va le sauver parce qu'il va fabriquer un instrument qui s'appelle le violon d'aulne. À sève descendante, il va couper un aulne, il va en faire un violon du pauvre, un violon des granges. Et là, l'histoire commence et après, il faut acheter le livre pour connaître la suite. Un très bon vendeur, hein, on le remarquera. Vous avez toujours écrit sur l'histoire de France. Pourquoi ce sujet unique? Vous considérez qu'elle est délaissée, notre histoire? Je pense qu'on est à un moment décisif, historique, comme jamais, avec une rupture de la transmission. En fait, il n'y avait pas besoin de raconter l'histoire quand il y avait les 5 reines, puisqu'il y avait une sacralité d'incarnation. Mais après la guerre de 1870, les grands instituteurs républicains, les grands historiens républicains ont dit qu'il nous faut un 5e de substitution. Ils ont inventé le roman national. Et en mai 68, le roman national s'est pris un cocktail Molotov. Et à partir de Giscard, c'est la fin de la chronologie. Et il se passe une chose absolument incroyable, c'est que les historiens acceptent de devenir des médecins légistes. Et l'histoire est livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, il y a longtemps, comment peut-on fabriquer des petits Français si on ne leur permet pas d'accéder aux mousquetaires, de goûter la poésie de la colombe du baptistère ou le soleil d'Austerlitz? Et le grand danger, c'est qu'il y a des Français de papier qui pourraient devenir des Français de désir, s'ils connaissaient la France, qui se tournent vers d'autres héros, d'autres légendes, d'autres gloires, puisqu'on ne leur propose rien. En fait, la déséducation nationale, je pèse mes mots, laisse grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc, rupture de transmission, désaffiliation, biologique et morale. Biologique, puisqu'avec la PMA, la GPA, etc., de toute façon, on a pu reconnaître les siens, on ne sait plus d'où on vient. Ça, c'est dans 20 ans, dans 30 ans. Et désaffiliation morale, puisque on fait de notre France un pays qui perd sa civilisation. On est pris dans une tenaille. Le wokisme qui soumet l'homme, en particulier blanc, occidental, hétérosexuel, et l'islamisme qui soumet la femme, avec le voile. Mais en fait, les deux s'entendent, ils se détestent, mais ils s'entendent. Donc cette tenaille, elle fonctionne, et nous, on est au milieu. Et on a des Français qui sont encore
les ravis des Santons de Provence qui sourient à la vie en se disant tout ça, ça va s'arranger. Non, la France, elle peut disparaître. Et donc, en fait, moi, je me suis dit à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller sur l'agora, ça ne sert à rien de faire les semailles s'il n'y a pas le terreau. Et le terreau, c'est la culture. L'agora, c'est la politique. La culture, ça veut dire qu'il faudrait que nous soyons plus nombreux à écrire des livres pour les enfants. 80% de mes lecteurs sont des jeunes de 20 ans. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a une soif, il y a des âmes en manque, des âmes appelantes, suppliantes, qui nous disent rendez-nous nos racines. Voilà. En tout cas, c'est remarquable, hein, puisque vous avez écrit, je crois, près de 28 ouvrages. Alors, avant de parler politique, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur cette aventure exceptionnelle du Puy du Fou un moment, puisque vous avez reçu, et ça peut-être que les gens ne le savent pas, en 2017, dites-moi si je me trompe, le fameux Hall of Fame à Orlando. Vous êtes le premier Français à avoir obtenu cette récompense, dont la première fut décernée, on le rappelle, à Walt Disney. Quel regard vous portez sur cette consécration mondiale? C'est drôle parce que en France, j'avais le droit au déchien et au guignol de l'info. Et aux États-Unis, ils m'ont dit mettez votre smoking, venez, Los Angeles, on a eu les awards, le plus beau parc du monde, etc. 5 fois, 6 fois. Et tout à coup, ils m'ont dit maintenant c'est le Hall of Fame. J'ai dit c'est quoi? Il dit le dernier qu'il a eu, enfin le premier qu'il a eu, c'est Walt Disney. Pas mal. Alors, il disait un truc pour me faire plaisir, vous êtes le Walt Disney français. Bon. Bon. Et eux, avec une petite souris, ils ont quand même fait Disney. Nous, avec Jeanne d'Arc, on n'a même pas été foutus de faire l'équivalent, quoi. Voilà. Et donc, en fait, je vais vous répondre, sans le faire exprès, à travers la cinéphénie et le Grand Parc du Puy du Fou, j'ai inventé un concept universel, avec la figuration allégorique, le souffle lyrique et la fresque vivante. Et alors même que le Puy du Fou est très enraciné, il voyage dans le monde entier. Puisque là, on est à Tolède, on est aux États-Unis, on s'installe chez les Cherokees aux États-Unis, etc. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Plus vous êtes enraciné, plus vous accédez à l'universel. La nation est le chemin du monde. Alors, on va revenir maintenant, si vous le voulez bien, donc pour cette présentation de votre carrière, à cette partie évidemment politique. Vous avez quand même une influence décisive sur la vie politique française. Alors, avant de commencer à écouter vos anecdotes, je suppose que vous en avez beaucoup à nous raconter. On va rappeler que vous êtes un énarque qui a rompu ses liens avec l'administration. Alors, les énarques, première question, est-ce qu'ils sont la source de nos problèmes en France? Je me souviens qu'il y avait un certain Alain Madelin qui, dans les années 90, expliquait que l'Italie avait la mafia, ça fait rire Greg, l'Espagne, le TA, et la France, l'ENA. C'est aussi votre position? Il y avait Michel Audiard qui disait on est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sont pas foutus de planter des radis. Exactement. Alors en fait, quand je suis entré à l'ENA, j'ai compris tout de suite. C'est une école saint-simonienne. Saint-Simon, c'était ce grand esprit qui avait ainsi défini l'avenir. Il faut substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. Et donc, en fait, on nous appelait, et je me souviens très bien avoir parlé de ça avec Fabius, Juppé, etc., qui sont sortis du moule. L'ENA, vous entrez avec 3000 mots, vous sortez avec 300 mots. C'est un laminoir sémantique. Voilà. Et on nous appelait des ingénieurs sociaux. En fait, le rôle d'un énarque, c'est de devenir un ingénieur social pour fabriquer la cité sans frontières, la cité sans lien. Et alors, ça donne des fruits. Alors, je vais vous donner quelques fruits. Ça donne le libéralisme avancé, avec un président de la République qui dit que la France est une puissance moyenne, qu'elle a vocation maintenant à rejoindre l'Europe et à s'y dissoudre. Giscard, qui en fait m'a dit un jour à Auton, parce que quand j'étais sous-préfet de Vendôme, j'étais son sous-préfet, moi. C'est moi qui gérais l'hélico et qui devait saler les routes
y compris en été, quand il allait chasser à Chambord. Oui. Parce qu'il a eu un accident l'hiver, et il a dit maintenant vous salez jour et nuit, été comme il a. Oui, voilà. Et donc je le connaissais bien, et on s'entendait bien, mais j'étais sans concession avec lui. Et un jour, il m'a dit, moi je cherche à sortir la France de l'histoire pour la mettre à l'abri de la tragédie. Sortir la France de l'histoire, voilà. Il y a d'autres exemples. Avant l'ENA... Attends, il y a d'autres exemples. Il y a le travaillisme à la française, Chirac, ça c'est typiquement l'ENA. Et la mondialisation heureuse, Alain Minc, ça c'est l'ENA. Donc en fait, l'ENA, c'est très compatible avec la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire que c'est l'idée que le monde ira bien quand on mettra l'économie avant la politique. Voilà, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Voilà. Et de ce point de vue-là, ils ont réussi. Plutôt réussi. Mais alors, avant d'être énarque, on ne le sait peut-être pas, vous êtes aussi cracheur de feu, ce qui peut sembler quand même étonnant. Où est-ce que vous avez appris à cracher du feu, Philippe de Villiers? C'est pas, à ma connaissance, un module de l'ENA ou de Sciences Po, ça? Mais c'est une histoire assez longue. Hein, mais... Ah bah, on avait 5 minutes. Hein. Quand j'ai fait mon scénario en 1977, pour les Amis du Puy du Fou, j'avais écrit François Ier sera accueilli par un cracheur de feu, entre autres, des troubadours, etc. Et première répétition, je dis cracheur de feu, j'avais réparti les rôles, etc. Bon. Et on me dit non, personne ne veut le faire. Je dis il n'y a pas de cracheur de feu. Ben non, il n'y a pas recommandé, il n'y a pas de cracheur de feu. Bon. C'est quand même un métier assez spécialisé. Je vais voir mon père et il me dit, tu sais Philippe, je vais te dire, mon chef, le colonel Delattre à l'époque, me disait toujours, un officier français ne donne jamais un ordre qu'il ne soit capable d'exécuter lui-même. Donc tu te démerdes. C'est le conseil que je te donne. Sinon tu perds tout prestige. Comme on dit dans l'armée, tu seras Pékin de prestige. Et je vais à Paris et un de mes copains de l'ENA me dit, il y a un cracheur de feu derrière l'usine pétrochimique Beaubourg. Donc j'y vais, je lui donne 100 balles, et il me dit « Attends que tout le monde s'en aille ». Et vers 6 h du soir, il me fait faire un essai avec un verre d'eau. Il me dit « Maintenant, tu vas vaporiser ». Je vaporise, et il s'arrête, il dit « Oh, putain !» Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis « Je suis à l'ENA ». Il me dit « C'est l'École nationale de l'allumage ». Et là, il me donne du cardane et je fais, dès la première flamme, ça vous dit rien, mais les professionnels me comprendront, ceux qui nous regardent. C'est l'essentiel de notre public. C'est 2,75 m, bon, contre le vent. Bon. Et j'arrive, ah oui, mais là c'est rien, ce que je vous raconte, c'est la suite. J'arrive, et pour la dernière, le 2 août 1978, mes copains me disent « C'est toi qui fais le cracheur de feu ce soir ». Parce que j'ai formé ensuite 2 cracheurs de feu. Et je dis, faut faire gaffe parce que je suis nommé sous-préfet, donc je pars dans 15 jours à La Rochelle. Mais enfin, bon, il y a une chance sur 1 milliard qu'il y ait un mec, un photographe, qui me prenne en cracheur de feu. De toute façon, j'avais mis un chapeau, etc. Et pas de bol. Le préfet Maurice Tess, préfet de la Charente-Maritime, me convoque dans son bureau, il me dit, vous avez vu ça? C'est la revue Vie publique, c'est l'observateur romano de l'Observatoire romano de l'administration, de la haute administration. Il me dit, vous avez vu là, il y a marqué le sous-préfet cracheur de feu. Et on me voit la photo, il y a un mec qui a pris la photo. Et là, il me regarde, il dit, est-ce que vous vous rendez compte? Vous déshonorez le corps préfectoral. Villiers. Ouais. Et donc j'ai appelé Robert Pandreau, le directeur général de l'administration. Il faut que vous repartiez. Je ne veux pas d'un saltimbanque. Voilà. Et il s'arrête, il cherche une insulte. Et finalement, il la trouve, il dit « Villiers, vous êtes grillé », ce qui pour un cracheur de feu est un comble. Et 15 jours après, je reçois un coup de téléphone de Robert Pandreau qui me dit « Bon, vous savez pourquoi je vous appelle ?» Et je dis bah, « J'imagine. » Non, mais pas du tout. Le président veut vous voir. Ah, pardon? Oui, à l'Élysée. Mardi prochain. J'arrive à l'Élysée, je dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Bon. Je suis assis, il y a le président ici, avec son regard de colin froid, et Henri, le dauphin, Henri Giscard d'Estaing, conseiller général de Marche Noire. Le colin froid, c'est Valérie, c'est ça? Oui. D'accord. Et là, Giscard me dit, on me dit que vous crachez le feu.
Je dis oui. Vous crachez souvent? Il dit le week-end quand je peux. Et là, en fait, il me met en main le marché suivant. Voilà, vous faites ce que vous voulez au Puy du Fou, pas de problème, vous allez cracher le feu, etc. Et vous faites élire mon fils député. Donc en fait, je suis entré cracheur de feu à l'Élysée, je ressors montreur d'ours. C'est-à-dire, vous faites élire mon fils député, là je vous fous la paix, et vous allez faire votre Puy du Fou sans problème. Et d'ailleurs, il a été magnifique, parce qu'il est même venu. Et le contrat a été rempli, donc dès le jeudi soir, le vendredi matin, je pouvais partir, etc. Donc un horaire aménagé pour un voilà. Et donc je lui suis très reconnaissant parce que grâce à lui et à mon statut de cracheur de feu, j'ai eu un aménagement de mon emploi du temps. Alors après, quand il a été battu, que Mitterrand est arrivé, donc j'en ai tiré les conclusions et donc j'ai quitté l'administration. Un petit mot de Chirac, près de 3 ans après sa mort. Je crois qu'il y a une anecdote aussi assez drôle à l'Élysée. On parlait tout à l'heure de Boisson. 1664, ça vous rappelle quelque chose, non? Oui, oui. Racontez-nous ça. Non, alors, Chirac, je l'appelais le cavalier des steppes, parce que il faisait des grandes enjambées, etc. Il était éminemment sympathique. Il aimait les gens, mais comme disait Marie-France Garot, le problème de Chirac, il a besoin d'être adossé. Ouais. Elle avait une formule terrible, d'ailleurs, elle disait « Je l'ai cru, du marbre dont on fait les statues, je m'aperçois qu'il est la faïence dont on fait les bidets. » Ouais, ouais. Et en fait, Chirac, je vous raconte une anecdote, je suis dans le bureau du préfet, il y a le président du Conseil général, donc Jacques Chirac, qui est Premier ministre en même temps, et le préfet, Charles Barbeau, un homme remarquable, lui dit « Alors, votre position, les élections européennes, etc., qui vont arriver ?» Et il dit, je m'en fous de l'Europe, je suis pas anti-européen, pro-européen, je suis a-européen. Et après, il fait l'appel de Cochin, effectivement, c'est logique. Et puis, au moment de Maastricht, je lui rappelle ça, je lui dis, alors vous êtes toujours a-européen? Il dit, on peut pas, voilà. Bon, voilà. Et l'anecdote que vous voulez, je vous raconte, est la suivante. On est un soir à l'Élysée. Donc moi, petit secrétaire d'État, je suis intimidé, hein, je suis en bout de table. On n'est pas nombreux. Et Mitterrand et Thatcher s'amusent, ils se détestent, et il dit, alors quelle est la date importante dans l'histoire de l'Europe pour vous? Alors vous, Margaret, alors elle réfléchit, et évidemment, comme elle est anglaise, elle dit 1215, la charte. Ah oui, mais enfin, c'est pas pour l'Europe. Non, si, mais c'est pour l'Europe. Bon. Et vous, Helmut Kohl. Et Helmut Kohl réfléchit, il dit 1648, les traités de Westphalie, c'est la nouvelle Europe. Mitterrand dit bien. Et Helmut dit, et vous, François? Et François dit, en me regardant, il me fait un clin d'œil, puis il dit 496, le baptême de Reims. Et là-dessus, il y a Chirac qui est là, il y a Chirac comme ça avec son verre. Il se dit, putain, ça va être pour moi. et François Mitterrand lui dit, et vous, monsieur Chirac? Et Chirac, il a ses bouteilles de bière, il dit, 1664, Cronenbourg. Et d'ailleurs, je remarque que vous ne buvez que de l'eau. Oui, pour la première partie. D'accord, bah oui, parce que la deuxième... Je me méfie. Alors, sans transition aucune, avant d'aborder le premier débat, et je sens que nos sociétaires meurent d'envie de prendre la parole, je voudrais balayer rapidement quelques sujets d'actualité qui ont dû vous faire réagir récemment. Alors d'abord, un petit mot autour de ces propos du député Rassemblement National, Grégoire de Fournas. Il avait lancé donc qu'il retourne en Afrique au député LFI Carlos Martin Spilango, qui est noir, lors de l'intervention de ce dernier au sujet d'un bateau transportant des migrants. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, Philippe de Villiers? Les propos de ce député ou la récupération politique qui a suivi? Eh bien, je vais vous dire ce que personne n'a dit jusqu'à présent, mais peut-être que Greg va le dire. Non, mais c'est censé être sérieux. Ouais. Alors, effectivement, oui. Donc, il faut bien rappeler l'histoire aux téléspectateurs. Il y a 3 bateaux qui tournent en Méditerranée avec 1000 migrants. Et il s'agit de savoir si on va les accueillir. Et le député dit qu'ils rentrent en Afrique. Qu'ils retournent en Afrique. Oui, qu'ils rentrent dans leur port d'attache. C'est-à-dire en Libye, en l'occurrence. Bon,
Alors, moi, je suis ancien député, donc je connais très bien la musique. Et donc, quand il y a un problème d'interprétation, je vais voir le script. Les sténos, ils ne font pas d'erreur, elles sont 3, 4. Le verbatim. Le verbatim. Et le verbatim, c'est qu'il rentre au pluriel, ou qu'il séjourne, ou qu'il retourne. Oui. Mais c'est au pluriel. Donc déjà, c'est pas lui. Bon, voilà. Et alors, moi, je pense que on a eu le confinement sanitaire, puis on a le confinement énergétique, et maintenant on a le confinement idéologique, wokiste. Ça, c'est vraiment l'arrivée du wokisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée, ils sont en train de redéfinir le périmètre pour qu'on puisse plus toucher au problème de l'immigration et de l'insécurité. C'est ça qui est en jeu. Et les mélenchonistes et les macronistes s'entendent parfaitement sur ce sujet pour intimider toute personne qui serait tentée de dire il ne faut pas que les bateaux qui viennent avec des migrants soient accueillis dans nos ports, sinon on va être submergés. Si vous dites ça, vous êtes soupçonné de racisme. Et donc, en fait, l'accusation de racisme organisée par la loi et la jurisprudence s'étend petit à petit. On parlait de la cage aux phobes, europhobes, xénophobes, homophobes, etc. Eh bien, donc maintenant, le racisme s'étend à l'intérieur même de l'hémicycle, ce qui est du jamais vu. Parce que moi, quand j'étais député, je me faisais insulter à chaque phrase. Il n'y a jamais eu de réunion du bureau pour exclure le député qui m'insultait. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que si on ne peut plus se parler dans l'hémicycle, c'est que la France est en voie de soumission, de dimitude, en fait, de dimitude, et les élites sont en train de devenir des dimmis. Tout le monde se couche, tout le monde s'écrase, tout le monde s'excuse, finalement. Et donc, ça va dans le sens du piège wokiste qui est en train d'installer en France un wokistan. Vous pensez qu'il va être contraint de dissoudre depuis dimanche? Dans le journal du dimanche, on a cette rumeur qui circule qu'Emmanuel Macron serait tenté de dissoudre l'Assemblée. Vous le voudrez? Ouais. Oui. Alors, en principe, jusqu'à Hollande, TVA non comprise, les hommes politiques essayaient de voir où était leur intérêt. Mais avec Macron, c'est spécial. Donc c'est possible qu'il veuille dissoudre pour avoir un gouvernement d'opposition encore plus fort. Ça, c'est possible. Oui, mais justement, c'est comme absurde. C'est-à-dire qu'en fait, là, si demain, il dissout, il aura un Rassemblement national plus fort. Et là, en ce moment, le vent souffle à droite. Mais donc je ne comprends pas très bien ces interprétations et ces élucubrations. Mais bon, c'est pas, moi je ne suis plus dans le coup, donc je dois certainement me tromper. Je n'ai pas assez de subtilité par rapport à l'équipe d'Emmanuel Macron pour saisir la portée de cette décision. Allez, dernière réaction avant de passer au premier débat. On ne peut pas s'empêcher de vous demander aussi une réaction suite à cette affaire Lola. Je ne vais pas revenir sur les faits qui sont connus de tous, mais qu'est-ce que cette affaire, elle dit de l'état de la France ? Selon vous, Philippe de Villiers? L'assassinat de la pauvre petite Lola, je pèse mes mots, indique que nous avons franchi un cran dans le lien entre l'immigration et l'insécurité. La France est entrée en barbarie. Voilà. Merci Philippe de Villiers pour cette première partie. Et on commence avec le premier débat. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Le Frexit est-il une nécessité? Guerre en Ukraine, crise énergétique, promotion de l'immigration et du LGBTisme. Faut-il sortir de l'Union européenne? Avec le recul, quelles leçons tirer du Brexit? Vous
Voilà, pour lancer ce premier débat de la soirée qui promet d'être animé, je vous propose de parler d'un sujet donc, qui peut sembler dépassé pour certains, mais qui me semble essentiel aujourd'hui en ces temps troublés. Ce sujet, c'est celui de l'Union européenne et de l'éventualité du Frexit. Alors, première question que je vous pose à tous ici présents, mais à laquelle Philippe de Villiers va être le premier à répondre. Est-ce que vous êtes favorable à une sortie de la France de l'Union européenne? Pas nous décevoir, là. Pourquoi? C'est le Philippe moment. de Villiers. Il est avec les souverainistes, pas les identitaires. Il est à nous. Vous êtes le Il premier arrive. d'ailleurs, on m'a dit aussi avoir, je crois, prononcé le mot souverainiste. C'était sous la coupole en 2005, oui. À l'époque, personne ne voulait le prononcer parce que les gens disaient « Ah, c'est québécois », etc. Bon. Alors, moi, je vais vous répondre. Du temps du général de Gaulle et jusqu'à Maastricht, on disait « L'Europe, c'est bon pour la France, que c'est le levier d'Archimède ». C'est-à-dire ça va nous permettre de faire une grande France, une plus grande France, avec un super État, avec une super frontière, avec une super diplomatie, avec une super armée. Bon, on a vu que tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, moi, je suis pour la sortie de la France de cette Union européenne, parce que cette Europe n'est pas française, n'est plus du tout française. Cette Europe, elle est américaine, elle est allemande, elle est technocratique et adémocratique, et elle est multiculturaliste. Si vous regardez 3 critères, notre politique économique, nos tissus conjonctifs, c'est une catastrophe. On a tout perdu, on est en train de tout perdre. Toute notre industrie, etc. Si vous regardez notre politique étrangère, on suit les Américains, on suit l'OTAN, comme jamais. Et si vous regardez notre problème migratoire, on ne peut rien faire. Nous sommes complètement liés par les prétoriens et les commissaires de Bruxelles. Et donc, en fait, on regarde la France mourir et on se dit encore, avec un temps de retard, « Ah, mais peut-être qu'on peut trouver des solutions au niveau européen. » Alors, en fait, le Brexit a donné le signal. Regardez ce qui se passe en Italie, vous allez voir que... moi, je connais Orban, j'ai parlé avec lui, il est là parce que, on ne peut pas faire autrement, mais ça branle dans le manche. Et je pense que la France, si elle veut survivre et régler ses problèmes, ça n'est plus par Bruxelles qu'il faut passer. Clémence Soudiakova. Alors, quitter l'Union européenne, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on peut développer ça sur plusieurs points. Mais pour revenir sur la question immigratoire qui est majeure et qui est en plein de l'actualité, on parle justement de toute la question des navires, des migrants et de Gérald Darmanin qui tous les jours gesticule à la télévision. En fait, il annonce des nouvelles lois immigration, mais ça ne va absolument rien changer. Ce sera d'ailleurs, je crois, la 22e loi depuis 1986 sur l'immigration et absolument rien ne change. Pourquoi ? Parce que tout est géré au niveau européen. Donc, pour vous citer un exemple, directive du 18 décembre 2008, tout simplement, le gouvernement français n'a pas le droit de renvoyer les étrangers en OQTF. Il n'a pas le droit. Il doit lui laisser plus d'une semaine et un mois pour partir, etc. Donc, il est maintenu, de toute façon, les pieds et mains liés, le gouvernement français. Donc, ça ne sert à rien d'annoncer de nouvelles lois. On sait très bien que derrière, il y a des interdictions européennes. Je vous en donne un autre exemple. Le regroupement familial, il vient également de l'Union européenne. Il est rendu obligatoire par l'Union européenne. Greg, vous voulez On parlait tout à l'heure de cette affaire qu'il y a eu à l'Assemblée nationale avec ce député RN et ce député LFI qui se sont pris le bec. Et la question qui, derrière, n'a pas été posée, c'est la question, encore une fois, de la législation européenne. Parce que Nathalie Loiseau nous explique que dire il faut ramener les bateaux contenant des migrants dans leur port d'origine, ça s'appelle du fascisme. Admettons, mais excusez-moi d'être surpris de ne pas être au courant, parce que c'est quand même la législation européenne jusqu'en 2012. C'est en 2012 qu'il y a un arrêt de la CEDH qui dit qu'ils doivent être accueillis en France pour pouvoir, enfin pas en France, mais sur un territoire européen s'ils sont pris en Méditerranée pour faire une demande d'asile. Donc du jour au lendemain, c'est censé être les pires heures de notre histoire, mais c'était avant-hier. Donc ça devient quand même compliqué. Bon, après, il y a juste un petit truc, c'est que alors quand tu m'avais envoyé le sujet, il y avait marqué Brexit. Là, dans le sujet, il y a marqué Frexit. Je pense qu'on devrait trouver notre propre terme assez loin des anglicismes. Non pas par chauvinisme anti-anglais, qui en général pour moi s'arrête quand les joueurs retournent au vestiaire, mais parce que, en parlant de Brexit français, on donne l'impression que le scénario et le dénouement sera le même.
Et il faut quand même reconnaître que pour les Anglais, ça n'a pas forcément été très bien fait et qu'ils en payent des conséquences. Mais pourquoi Pourquoi, juste Greg? Parce que c'est la deuxième question. C'est-à-dire, la question, c'est un moyen, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir une identité. Tout à fait. Mais juste l'utilisation du terme en lui-même est un peu con. Je trouve qu'on devrait trouver notre propre terme à nous, parce que vous pouvez avoir un phénomène historique qui est une nécessité de l'histoire, mais qui ne va pas se passer de la même manière. La décolonisation, les Anglais, on va dire ce qu'on veut, l'ont quand même beaucoup mieux réussi que nous. Donc ce n'est pas parce que nous allons faire la même chose que nous devons utiliser le même terme. Ça donne l'idée que la seule issue possible au Brexit, c'est la situation actuelle de l'Angleterre. Je pense, j'espère, ou peut-être que des gens m'expliqueront que la France a les moyens de se battre. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord. Mais je voudrais juste ajouter un tout petit mot pour mettre en perspective notre débat là. Moi, j'ai vécu Maastricht. On fête les 30 ans d'ailleurs de Maastricht. Vous allez commémorer? Allez, on applaudit. Non, on commémore. Ouais. Et d'ailleurs, je vous soumets la question. En fait, Maastricht, c'est une utopie inouïe, inédite dans l'histoire des peuples européens, qui est une tentative d'anéantissement du politique. C'est-à-dire que c'est une déconstruction, c'est pas une construction. C'est-à-dire il s'agit d'abolir les nations, en tout cas de les affaiblir, de les soumettre, mais il ne s'agit pas du tout de créer à leur place une nouvelle nation. Il ne s'agit pas de faire une super frontière, un super État, etc. Pas du tout. Et donc, en fait, à partir de Maastricht, l'Union européenne change de sens. Si De Gaulle a accepté en mai 58 de rester dans l'Europe, c'est parce qu'il y avait deux critères. Et ça, Couve de Murville, l'ancien ministre des Affaires étrangères, me l'a expliqué très bien. Il m'a dit, on a regardé deux choses, deux critères. Premier critère, est-ce qu'on va garder la préférence communautaire? Qu'est-ce que c'est la préférence communautaire? C'est un cordon qui entoure le marché commun et qui oblige les consommateurs à acheter des produits fabriqués en Europe plutôt qu'à l'extérieur. Et donc, c'était un marché commun avec ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Et ça, avec Maastricht et l'OMC, le traité de Marrakech, la même année, fini et terminé, c'est le libre-échangisme mondial. Et deuxième critère, c'est l'Europe confédérale, voulue par le général de Gaulle. Et c'était assuré qu'il y aurait toujours le droit de veto et qu'on n'aurait pas l'intégration, mais la coopération. Donc Maastricht, deux sauts dans l'inconnu. Premier saut, il n'y a plus de tarifs douaniers extérieurs communs. Donc on est sur le marché mondial. Donc l'Europe devient l'annexe d'un marché planétaire de masse. Donc ça change tout. Et deuxièmement, on passe de la coopération à l'intégration avec les pouvoirs, la toute-puissance de la Commission. Gabrielle Cluzel, vous partagez ce point de vue? Oui, non, bien sûr, mais c'est évident. Moi, j'écoute Philippe de Villiers avec beaucoup d'intérêt, mais il y a la théorie et l'état pratique de notre situation aujourd'hui. Évidemment, nous sommes ficelés par l'Europe, mais je crois que ceux qui ont été les artisans de ce ficelage, si j'ose dire, par exemple Attali, expliquent très bien qu'ils ont fait en sorte que le retour en arrière soit rendu quasi impossible. Il l'a dit très clairement. Il a dit que ce soit très compliqué. Voilà, et que ce n'est pas prévu. Donc, c'est évident que cette sortie, elle est pleine de choses trappes. Et du reste, vous avez évoqué le Brexit. Pourtant, les Anglais avaient déjà un pied à l'extérieur, plus que nous. Hein. Et néanmoins, tout cela est éminemment compliqué. Donc, on voit bien que ce n'est pas un chemin pavé de rose, ce n'est pas facile, ça fait peur aux Français. Et c'est pour ça que ça peut être agité, finalement, comme un épouvantail peut-être contre-productif. Donc, il faut sans doute se désaliéner de l'Europe, mais ne pas l'agiter comme un objectif à court terme qui obscurcirait tous les autres, parce que je crois que finalement cela sert paradoxalement en creux les promoteurs de l'Europe. Ils disent attendez, vous voulez faire comme l'Angleterre, vous n'allez jamais vous en sortir, ça va être évidemment impossible. Par ailleurs, il faut voir que la France est aujourd'hui non seulement ficelée par l'Europe, mais elle est le bon élève de la classe. Emmanuel Macron, moi, il me frappe par ce côté très... il a besoin de la reconnaissance de ses pairs
PAIRS et pas de son peuple. Vous savez, je crois que je parlais de quelqu'un que je crois qui est assez aimé TV Liberté, c'est Alain de Benoît. Il raconte son enfance et il explique que parmi les enfants, il y a deux sortes de caractères. Il y a ceux qui veulent plaire à leurs contemporains et ceux qui veulent plaire à leurs parents. Et je trouve que c'est très juste. Eh bien, parmi les chefs d'État, il y a ceux qui veulent plaire à leur peuple et ceux qui veulent plaire aux autres chefs d'État. Mais regardez Emmanuel Macron avec Angela Merkel et puis maintenant, je lis aujourd'hui avec Ursula von der Leyen, c'est le bon élève devant la maîtresse. Donc, et de ce fait, il court devant. C'est-à-dire que et parfois, nous aliénons nous-mêmes et ce n'est même pas l'Europe qui l'a demandé, ou en tout cas l'Europe l'a demandé et nous en faisons encore plus. Donc tout ça, je crois, doit être vraiment évoqué avec subtilité. Il y a quand même, vous l'avez évoqué, la Hongrie et certains autres pays qui, dans le sein de l'Europe, arrivent néanmoins à avoir une voix discordante ou dissidente, et nous n'y parvenons pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour cela. Est-ce que je peux... je partage tout ce que vous dites. Je voudrais simplement dire ceci. C'est que là, on vit une accélération de l'histoire absolument incroyable avec la guerre en Ukraine. Cette accélération de l'histoire, elle porte un nom, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est en train de se mettre à son compte. C'est incroyable. Avant, ils prenaient des gants, les Allemands. Maintenant, le couple franco-allemand, c'est l'Allemagne qui porte le pantalon. C'est le couple sadomaso. Et en fait, l'Allemagne, en fait, maintenant, on découvre qu'elle fait deux choses. Premièrement, elle renforce ses liens avec l'Amérique. Elle achète ses armes aux Américains, qui sont les grands vainqueurs de la guerre en Ukraine. Et elle suit ses intérêts. La Chine, l'Europe orientale et centrale, qui servent de grand atelier secondaire, etc. Donc en fait, Scholz, ça y est, c'est fini le lien avec la France. Maintenant, l'Allemagne fait sa politique qui n'est plus la politique de la France. Et bientôt, ils ne prendront plus du tout de gants. Donc en fait, on parle du Frexit en disant « oh là là, attention, le mot, etc. » Vous avez raison, il faut faire attention parce que les Français comprennent pas. Mais c'est les Allemands qui là, ils ont fait une Europe allemande avec l'euro, etc. Et puis maintenant, ils nous disent « c'est plus tellement utile pour nous. Nous, on voudrait une Europe à 36. » Parce qu'on voudrait un marché qui s'étend, et ils vont en Chine. Et vous vous rendez compte qu'en Chine, ce qu'on a découvert, c'est que BMW, Siemens, Mercedes, Volkswagen, 40% de leur marché là-bas. Donc en fait, nous, on est complètement débordés, l'Europe est complètement déclassée, et je pense que l'Occident est en danger de mort. Pierre Gentillet, pourquoi, selon vous, plus aucun parti politique ne défend le Frexit ? Le Frexit. Le Frexit. La question, c'est plutôt, oui, pourquoi est-ce que ceux qui l'ont défendu hier ne le défendent plus aujourd'hui ? Je pense, si on parle surtout des partis qui sont situés à la droite, par exemple comme le Rassemblement National, il y a une raison électorale à cela et je la comprends tout à fait. Je m'explique. C'est-à-dire que le discours du Rassemblement National, et pas que d'ailleurs, d'un certain nombre de partis était de dire voilà, il nous faut sortir de l'Union européenne pour des raisons tout à fait valables et logiques et des raisons juridiques que moi, en tant qu'avocat, je comprends, je connais très bien. Pour autant, si c'est une vérité, tout cela est vrai, il y a une impasse électorale. Laquelle ? C'est que quel est l'ordre des priorités pour nous ? Par exemple, pour ceux qui appartiennent au camp national comme moi. Moi, la priorité, c'est le peuple français. C'est notre identité. C'est la question de notre disparition en tant que peuple. Et les Français sont prêts pour le Frexit, selon vous ? Alors, justement, c'est qu'une partie des Français voient d'un très mauvais œil ce Frexit. Quelle catégorie ? Les personnes âgées en particulier. Pourquoi ? Parce que derrière Frexit, il y a, même si on leur dit qu'il pourrait y avoir une continuité sous la forme d'un écu, il y a la sortie de l'euro. Qui dit sortie de l'euro dit « oulala ». On agite la question de l'épargne. Il suffit de 2 spécialistes sur les plateaux télé, BFM TV, France 2, etc. Le Français ne connaît rien à la macroéconomie, rien. Il suffit qu'il y ait 2 experts qui arrivent, qui le terrorisent, et il votera contre la personne qui veut sortir. Résultat des courses. Il y a eu un arbitrage qui a été fait par rapport à cet électorat qui, je le rappelle, est l'électorat qui se mobilise le plus, qui est l'électorat qui a fait gagner Emmanuel Macron. Encore une fois, à plus de 70%, les plus de 65 ans ont voté Emmanuel Macron. D'accord ? Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous sommes, et moi c'est particulièrement frustrant pour ma génération, et je l'ai encore vu, oui. Bien sûr, je l'ai vu vis-à-vis du Covid, pas tous, pas évidemment tout le monde, et c'est toujours pareil, on a beau répéter 15 000 fois qu'on ne parle pas de 100% de ces gens, mais il y a un pouvoir politique qui dirige pour cette génération-là, pour cette génération de boomers, et qui continue pour elle. Donc, vis-à-vis de cet électorat, il faut rassurer.
parce qu'il a fallu arbitrer. Moi, je comprends cet arbitrage. Donc, pour des raisons électorales, je suis d'accord. Maintenant, pour des raisons politiques, il y a des raisons politiques aussi qui peuvent nous faire changer notre opinion. Je pense que dans les années 90, j'aurais été évidemment avec vous, Monsieur Duillier, sans aucun doute, notamment lors des débats, Maastricht, et 2005. Évidemment, aucun problème. Absolument, jusqu'en 2005, absolument. Seulement, voilà, un politique s'adapte aussi aux réalités concrètes et contemporaines. Et les réalités de notre temps, c'est aujourd'hui la montée de mouvements politiques que je considère, moi, de mon point de vue, comme étant des mouvements qui vont dans le bon sens. Regardez ce qui s'est passé en Suède, regardez ce qui s'est passé en Italie, regardez qui dirige en Hongrie, regardez qui dirige en Pologne, regardez les mouvements qui montent en Espagne, qui montent aussi, même s'il y a des ralentissements, je suis d'accord avec l'AfD en Allemagne. Si vous voulez, si demain vous avez le choix, si on me donne le choix entre rester indépendant avec Emmanuel Macron, d'accord, sortir de l'Union européenne avec Emmanuel Macron, ou rester dans une Union européenne dirigée par Matteo Salvini ou par Viktor Orban, je sais quel sera mon choix. Parce que la question, c'est la question du contenu et non pas du contenant. Ce qui m'intéresse dans ce verre, c'est l'eau que je bois, c'est pas le verre, d'accord? Et l'essence, c'est quoi? C'est notre peuple. Et les personnes qui dirigent. Je ne suis pas amoureux des structures. C'est en ça que j'ai une critique, mais amicale, parce que je les considère comme étant de notre camp, à faire à ceux qui ne voient que la souveraineté et s'arrêtent uniquement à la souveraineté. Philippot, la souveraineté n'est pas. Ça marche pas. Hein. La souveraineté n'est qu'un moyen. Absolument. Mais c'est pas. Ça pourrait marcher. Non, mais ça pourrait marcher. Mais il faut bien comprendre une chose. La souveraineté, c'est un moyen. C'est pas une finalité. Ça ne veut pas dire que c'est. Mais attention. Mais c'est on laisse terminer Pierre. L'identité, tu ne la défendras pas si tu n'es pas souverain. Parfait, allons-y. Eh ben justement. Alors, oui, mais parce que tu ne décides la question, pas. On laisse terminer. La question. Pierre, gentil, vous terminez. Absolument. Mais c'est le débat. Je suis content. C'est le débat qu'on va avoir. La question, c'est qui décide et pourquoi. Et ben justement, si demain. Qui a dit qui? L'Europe est. Attends, je peux te répondre. Si demain l'Europe est dirigée par des gens qui émettent des directives, qui sanctionnent les pays, qui laissent passer trop de migrants à leurs frontières, je sais quel sera mon camp. Je sais quel sera mon choix. Parce que moi, je suis attaché à l'essence. Non, mais je dis, aujourd'hui, tout ça monte. Aujourd'hui, ça monte. Attendez, pour ça que je m'adapte aux situations aujourd'hui telles qu'elles est. Évidemment, je ne me sens aucune proximité avec les commissaires européens, avec l'Union européenne, avec Monsieur Le Breton qui donne des leçons. Monsieur Le Breton a dit on va faire voler l'oiseau comme il veut. Non mais je veux que ce soit bien compris. Il a dit moi, Elon Musk. Je veux que ce soit bien compris. Et pour autant, et pardon, je termine par là. Je pense malgré tout aussi qu'il y a quand même un intérêt géopolitique à l'Europe. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne me sens aucune proximité avec ceux qui ont fondé l'Europe, qui sont des libéraux, qui font partie vraiment du camp que j'exècre et que je vomis. Mais il y a la nécessité, en particulier vis-à-vis des défis que constituent pour nous les migrations africaines et un adversaire qu'on oublie beaucoup, qui est l'Asie et la Chine, à constituer une entité politique, alors pas forcément un État évidemment, mais une entité politique qui saura faire face, et moi je dis en particulier à la Chine et à l'Asie, qui a pendant très longtemps a été des menaces barbares mongoles asiatiques jusqu'au Horde Rouge, notre adversaire principal pour l'Europe. Philippe de Villiers, un mot, réagir Greg et Gabriel. Et moi, on avait parlé avant. Oui, je pense que souveraineté et identité, c'est lié. Et l'exemple du Brexit est là pour le démontrer. En effet, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Les Anglais ont pris conscience que leur identité était menacée s'ils ne récupéraient pas leur souveraineté. Et là, on est servi. Il y a un maire de Londres qui est musulman et il y a le nouveau Premier ministre qui dit « je suis hindou ». Donc ça y est, l'Angleterre multiculturelle, on l'a sous les yeux. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que il y a une hiérarchie des priorités, il y a une hiérarchie des urgences, il y a une hiérarchie qui va de questions secondaires aux questions essentielles, c'est-à-dire les questions vitales. Et la question vitale aujourd'hui, pour la France, c'est la survie par rapport au problème de l'identité et de l'immigration. Si on reste dans cette Europe, telle qu'elle fonctionne, on va disparaître. Voilà. Parce que cette Europe, elle est migrationniste, elle est multiculturaliste, parce qu'elle obéit à un patronat mondialisé qui veut
faire rentrer des immigrés pour faire baisser les salaires. Et d'ailleurs, Darmanin, qui est le domestique de ces gens-là, vient de cracher sa valda avec son projet de loi, le titre de séjour pour, comment on appelle ça, les tensions sur le marché du travail. Ouais. Dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, on fait rentrer des clandestins et on leur dit maintenant on va vous donner du travail à la place des Français. C'est un scandale. Et tous ces gens-là sont en train de précipiter la France à l'abîme. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je dis, à un moment donné, il va falloir faire comme les Anglais. Mais les Anglais, comprenez, professeur Siegfried, professeur à Sciences Po, disait l'Angleterre est une île. J'ai terminé. Il repliait son polycopier. Voilà. Donc, Clémence, qui meurt d'envie de parler. Je vais commencer par donner des gages à Pierre Gentillet sur son exemple du Brexit. Certes, l'élection de Rishi Sunak, qui est quand même quelqu'un qui a annoncé qu'il allait respecter l'agenda globaliste, montre que le souverainisme en soi ne suffit pas. En revanche, on peut aussi citer l'exemple de Mélanie, qui a été ici, et je pense un peu partout, adulée par beaucoup de Zemmouriens et autres. On a parlé de l'union des droites, d'un modèle pour l'union des droites en France. Eh bien, qu'a fait Giorgia Meloni une fois élue? Premier rendez-vous avec Ursula von der Leyen. Je viens rappeler ma soumission à l'Union européenne. Voilà. Deuxième rendez-vous, un coup de téléphone à Volodymyr Zelensky. Et troisième, j'accueille le bateau d'immigrants. Voilà l'exemple donné par un peu plus nuancé sur les migrants quand même. Elle a renvoyé tous les hommes. Ouais. Enfin bon, elle a quand même, il y a quand même eu elle a quand même annoncé qu'elle allait accueillir le bateau. Elle a dit qu'on triait justement. Elle a dit qu'on triait, que les mineurs, elle prenait les vrais mineurs, mais pas les hommes. Ce qui fait en tout cas, on voit quand même dès le début la vassalisation à l'Union européenne, à l'OTAN, voulue par. Tout à fait d'accord sur le sujet. Quand on arrive au pouvoir, on n'est pas obligé de faire. Non, mais il y a une chose. Il y a une chose qu'on ne dit jamais. Mais moi, je me souviens très bien dans les années 80, on parlait beaucoup, et même Mitterrand. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec François Mitterrand au lendemain de la chute du mur de Berlin, et il dit qu'il faut en profiter pour faire une confédération européenne. C'est-à-dire que si on avait fait une confédération européenne, une confédération, c'est pas une fédération. Une confédération, chaque nation, sur les questions essentielles, dit joker. Voilà. Si on faisait ça demain, donc en fait, de toute façon, cette Europe-là, elle va se traîner. Et elle va mourir. Elle va mourir. La guerre en Ukraine, elle ne renforce pas paradoxalement. Ça fait 30 ans. Je pense que non, parce que la guerre en Ukraine, elle souligne au fusain les faiblesses de cette Europe et sa dépendance de l'Amérique. Et donc, en fait, il y a un moment donné où les Européens vont s'apercevoir qu'on n'est plus rien. La preuve, la guerre en Ukraine, ça a permis aux Américains de vendre leurs schistes bitumineux. Donc ils s'en tirent très bien. Et vous vous rendez compte que la guerre en Ukraine, on ne le dit pas, je vais dire un truc horrible, mais ça ne fait rien. Les sanctions, en fait, c'est pour les Français, les sanctions. Donc le gaz, le pétrole, etc., et tout le reste, et l'inflation, etc. Quel regard vous portez sur ces sanctions, vous pensez je pense que c'est une erreur colossale. Quel est le but poursuivi par les dirigeants européens? On va prendre, pour vous dire quel regard je porte, je regarde du côté du Bosphore, le sultan. Il est plus malin que nous. Qu'est-ce qu'il a fait, le sultan? Il a dit, moi, j'aide l'Ukraine avec des drones. En revanche, pas de sanctions. Comme ça, il commerce avec tout le monde. Et il garde ses liens avec la Russie, et donc il n'y a pas de problème de pétrole. Voilà. Donc en fait, la France pouvait... Si la France n'était pas dans l'OTAN, la France aurait pu jouer les messieurs beaux-offices et dire à tout le monde, voilà, nous, on ne choisit pas, nous, on applique les accords de Minsk, et c'est-à-dire l'autonomie des régions russophones, et on empêche la guerre, et on est les premiers à être écoutés par tous les partenaires, les Ukrainiens et les Russes. Pourquoi ? Parce qu'on ne rentre pas dans le jeu des sanctions, parce que le jeu des sanctions, ça sanctionne nos intérêts vitaux à nous, et ça nous affaiblit, nous. Voilà. Et donc, ça n'empêche pas de penser ce qu'on pense par ailleurs. Moi, quand Solzhenitsyn est venu en Vendée, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine ?» Il m'a dit « Si un de mes fils, un jour, voulait aller se battre en Ukraine, je lui dirais « Ne fais pas ça, ce sont nos frères, c'est une guerre civile. » Gabriel Cluzel, vous pensez que la France, seule sur la scène internationale, pourrait peser ?
Non, mais la France, oui, bien sûr, a quand même une voix singulière à jouer et qu'elle joue depuis des siècles, ça c'est évident. Mais là aussi, il faut faire attention, je pense, au vocabulaire que l'on emploie, parce qu'il y a des mots piégés. Vous voyez, quand on parle d'Europe, Pierre Gentillet l'a dit, Philippe de Villiers aussi, c'est que c'est pas seulement l'Union européenne, celle qui a démarré avec l'acier et du charbon, qui est finalement une Europe d'épiciers, qui aujourd'hui se prend pour des guerriers, mais c'est pas ça. Il y a une autre Europe culturelle, et ça, naturellement, évidemment, les Français la sentent bien. Donc, avoir l'air de la nier ou de vouloir ne parler que de la France, bien sûr, même si la France nous intéresse au premier chef, c'est évidemment nier leur donner l'impression de nier cette proximité culturelle qu'ils perçoivent. Il y a plein de mots piégés comme ça qui sont utilisés comme boomerang d'ailleurs par un personnel politique intelligent. Vous parliez du mot libéralisme, ça a été créé par des libéraux, mais j'ai vu par exemple pendant la campagne de Zemmour, il s'est pris, à mon avis, un petit peu les pieds sur les questions économiques, simplement à cause de ce mot, enfin sur le plan électoral, à cause de ce mot, parce qu'on pourrait appeler, il y a le petit libéralisme, celui qui intéresse le chef d'entreprise, qui aimerait que, comme disait... Pardon, pas Éric Zemmour, vous pensez qu'il peut rebondir, Éric Zemmour, vous l'avez beaucoup soutenu, en politique, il y a une seule question. Est-ce que On n'est jamais mort. Comment ? On n'est jamais mort d'abord en politique. Oui, non, ça c'est vrai. Mais la seule question, c'est est-ce que les idées que vous portez sont des idées justes ou pas ? Si c'est le cas, voilà. Or, le grand remplacement, on l'a quand même sous les yeux. La preuve, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a proposé récemment ? Il a proposé de transférer des populations immigrées dans nos campagnes. Le dernier qui avait fait ça, c'est Ceausescu. Oui. Bon, donc en fait, Zemmour l'a dit, Macron le fait. Greg, vous voyez... Bon. Alors attends, il y a une petite caricature qui vient... D'ailleurs, vous avez dit que vous êtes trompé de verre, hein, c'est celui-là le vin. Très bien. Voilà. Alors, Dignas, Greg Tabibian, très attaché à la France de nos terroirs et de nos vignobles. On va être très attaché. Ça, c'est pour toi, mon Greg. Merci, donc, je la garde, je la mets à la maison, tiens. Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, voltairienne incorrecte. Vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique. Je me battrai jusqu'à la mort pour vous défendre. Je vous le donne. Clément Soudiakova, elle dynamite les matinales sur Radio Courtoisie avec Ligne droite, l'émission qui défrise. Voilà pour vous. Pierre Gentillet contre l'exclusion du député RN, qu'il retourne dans l'hémicycle. Voilà pour toi, Pierre. Philippe de Villiers pour la défense de l'identité française. Je crois qu'il a un petit costume de Vendéen. Ça me tient à cœur. Alors ça va vous faire plaisir, je suppose. Enfin, deux derniers. Montée des droits de souverainistes et identitaires. J'ai mal à ma France. Et puis, il y en a un autre, bon allez, celui-là, Éric Morillo et sa haute idée de la nation, une France incorrecte. Merci Ignace. Greg, je t'ai interrompu. On peut l'applaudir. Ouais. Il nous reste 5 minutes avant de clore. Bon, on va essayer quand même de trouver un terrain d'entente entre identitaire et souverainiste. De toute façon, les questions ne peuvent pas être séparées. Tu considères que Pierre est identitaire et toi... Il voit plus d'utilité à l'Europe que je n'en vois. Pour moi, on se dégage de ce machin. Je suis pas identitaire. Je suis pas identitaire. Je suis européen. Tu as compris les deux droites. On va pas, voilà. Je sais pas. Mais bon, bref, mais si tu veux. Est-ce que tu es droite ? Ok, non. Il est bon l'avocat. Alors, de toute façon, la question de la souveraineté et de l'identité, à un moment, vont finir par se rejoindre. Parce que dans le monde que décrit Philippe de Villiers, qui est notre réalité, affirmer avec autant d'envie sa souveraineté, ça relève de l'identité. C'est quelque chose qui est de notre identité, parce que toute notre histoire, ce n'est que ça. Alors, c'est pour ça que les souverainistes de gauche, ça n'existe pas, alors. Chevènement. Le chevènement, il existe. Bah non, mais donc du coup, tu dis que plus on affirme sa souveraineté... Non, je dis que quand on vit dans le monde dans lequel nous vivons, affirmer le fait que la France doit décider, que la France doit être souveraine d'elle-même, c'est affirmer une identité, parce que la France s'est construite, je ne le crois pas historiquement, avec l'Europe, mais contre l'Europe. Nous ne sommes pas la fille aînée de l'Europe, nous sommes la fille aînée de l'Église. Oui. Nous n'avons eu de cesse que d'avoir en face de nous... Nous n'avons eu de cesse d'avoir qu'en face de nous des monarques et des rois qui voulaient détruire la vision que nous avions de l'homme, de son destin, de la liberté et de la valeur de l'individu. Et Napoléon, que ce soit le modèle révolutionnaire français attaqué par toutes les couronnes jusqu'à notre conception même de valeurs fondamentales, nous avons été attaqués par les autres. Nous nous sommes construits contre l'Europe. Charlemagne, Clovis, Napoléon, c'est pas un peu l'Europe ? Mais c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc c'est aussi la France. La France ne s'est pas construite nécessairement contre l'Europe. Oui, mais dès l'instant où l'Europe lui échappe, la France n'a plus d'intérêt en Europe.
Si la France lui échappe, quand le général de Gaulle dit « je valide l'Europe », c'est parce qu'on le lead, le marché commun. C'est parce qu'on est les numéro 1. Tout à fait mais d'accord. dès l'instant où l'Europe échappe à la France, c'est la France qui est trop grande pour l'Europe et pas l'inverse. Je suis d'accord. Donc l'Europe, on l'emmerde. Il n'y a pas de... C'est mon avis, on ne sera pas... Ça mériterait 2 heures de débat. Je vois Philippe de Villiers qui va réagir. Je te réponds après. On le sait. Voilà, vous avez l'air plutôt d'acquiescer. Ah ben là, je bois du petit lait, là, si l'on peut dire. Elle boit du vin. Oui, oui. Non, mais en fait, il y a une chose, Pierre, qui est importante, qu'on a perdu de vue, c'est que... Vous auriez pu dire mon petit Pierre. Pourquoi Pas encore dit. Non, mais il est formidable. Je comprends très bien ce que vous dites, mais simplement ce que je On veux n'est dire, pas en c'est position que frontale. Hein, je pense que- un homme d'État doit avoir une seule balise, c'est l'intérêt national. Donc, par exemple, quand Macron dit on va être exemplaire à la COP, machin, climat, c'est exemplaire de quoi? Pour qui? Et les Français qui sont en col roulé là, et qui... Macron, c'est toujours l'idéologie, c'est jamais l'international. L'intérêt national, c'est de défendre la souveraineté, c'est-à-dire l'identité. Pour moi, c'est la même chose. Quand les Polonais et les Hongrois, on a beaucoup parlé de ça avec Orban, justement, et souvent avec des amis polonais, quand ils étaient sous le joug des Soviétiques, ils ont gardé leur identité. Mais ils n'avaient qu'une hâte, c'était de récupérer leur souveraineté. Donc les deux vont ensemble. Le problème du Liban, par exemple, le problème de l'Arménie, que Greg connaît bien, le problème de l'Arménie aujourd'hui, c'est qu'elle garde son identité, mais elle est en train de perdre peut-être sa souveraineté. Donc les deux vont ensemble. Et c'est vrai que la France, historiquement, la France des rois, jusqu'à la Révolution française et jusqu'à Napoléon d'ailleurs y compris, c'était plutôt une puissance européenne, ça a toujours été une puissance européenne, donc là vous êtes content Pierre, mais une puissance européenne dominatrice. C'est-à-dire qu'en fait, De Gaulle, lui, quand il est arrivé, il s'est posé une question simple, c'est est-ce que cette Europe-là de Bruxelles va me permettre d'être le patron? Voilà. Et donc, en fait, il y avait un accord à l'époque entre la France et l'Allemagne, le fameux traité qui a été ensuite rectifié par Jean Monnet, avec un préambule voulu par les Américains, le fameux traité avec Adenauer. Et en fait, le message était le suivant. Vous, les Allemands, on vous laisse l'économie, vous serez les patrons de l'économie, mais vous restez des nains politiques, et nous, la politique, c'est nous. C'est nous, puisque nous, on a l'atome, nous, on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Il y avait et du coup, ça a assez bien marché jusqu'en 1958, cette Europe-là. Il y avait un équilibre, parce qu'on laissait aux Allemands le primat de l'économie, et par contre, eux, ils nous laissaient le primat de la politique. Bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Les Ce couple Allemands... franco-allemand, il a explosé. Ah, c'est fini, là. Ça n'a jamais existé. C'est fini. Je vais vous dire pourquoi c'est fini. Enfin, quel est le critère qui devrait nous alerter, c'est le dôme antimissile. Bah oui. Là, ça veut dire ça y est. Et ils font un dôme antimissile, hein, c'est leur projet, avec 15 pays, sans la France. Vous vous rendez compte l'humiliation pour nous? Non, mais attendez, si on avait un tout petit peu d'orgueil, on leur dit, mais c'est fini. Voilà, on reprend nos billes. Voilà. Et de toute façon, comme me disait un jour Charles Pasqua, tu sais, on revenait de Toulon, et il me dit, mon pauvre Philippe, il dit, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera jamais à sa place. Allez, juste revenir sur Pierre. Un tout petit mot. Faire réagir après, mesdames. Un tout petit mot, vraiment un tout petit mot. Très vite. Je pense qu'il ne faut Il pas nous reste 3 minutes. qu'il y ait malentendu. Moi, de mon côté, je ferai toujours privilégier les intérêts de mon pays sur ceux des autres pays européens. Il y a peut-être des gens qui ont compris l'inverse, je voudrais que ce soit clair. Ensuite, deuxième chose que je dois absolument clarifier, je ne confonds pas l'Union européenne avec l'Europe. C'est pas parce que l'Union européenne a dans ses deux mots le mot Europe que je considère que c'est pour l'ordre des Elle est nations. anti-Europe. Ce mot, je suis pour qu'on reconnaisse qu'il y a une réalité politique, Une Europe fédérale. historique. Non, absolument pas. Moi, je ne pense pas en termes étatiques.
Je pense en termes de coopération entre pays. Et je pense qu'il y a un espace civilisationnel européen. Moi, excusez-moi, je me sens plus proche en tant que Français, né dans le Berry, qui a grandi, né en Touraine, qui a grandi entre le Berry et la Touraine. Je me sens plus proche culturellement d'un Polonais, d'un Allemand, d'un Letton, d'un Bulgare, que d'un Chinois, que d'un Africain ou que je ne sais pas quel autre pays. Mais c'est normal, c'est naturel. C'est absolument naturel. Et je voudrais que cette réalité-là... Non, vous êtes encore plus proche d'Avordéen. Mais oui, bien sûr, absolument. Mais absolument. Mais en fait, c'est une réalité. Et pourquoi est-ce que je parle de l'Europe? Parce que nous avons aujourd'hui des menaces... Enfin, vous avez quand même remarqué qu'entre l'époque où nous vivons et il y a peut-être un millénaire, nous sommes dans des grands ensembles. Et il y a des grands ensembles particulièrement menaçants contre les peuples européens. Et nous avons... Moi, en fait, juste, vraiment d'un mot, j'ai fini. Je pense que nous avons une menace et des menaces communes en Europe, liées aux flux migratoires, sur l'identité de nos peuples, d'accord? Et que là-dedans, nous avons la chance de trouver une solidarité et de faire en sorte que demain, ces peuples puissent s'entretenir par rapport aux menaces qui viennent d'Afrique aujourd'hui, des flux migratoires, et peut-être demain, de ce qui viendra d'Asie. Allez, la conclusion de ce débat va revenir à je vais vous dire une chose. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Nous sommes entrés dans un monde vous aurez la conclusion. Qui est tout à fait incroyable, avec la combinaison de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Ça vaut pour la technologie, ça vaut pour les nations. Vous pouvez imaginer d'avoir un peuple, un petit peuple d'un petit pays, mais dont la ferveur, dont l'ardeur, dont l'incandescence est telle qu'ils déplacent des montagnes et ils sont bien meilleurs que n'importe quel grand pays. Même chose pour les entreprises. Moi, j'ai un exemple personnel. Avec le Puy du Fou, on taille des croupières à Disneyland alors qu'on est 100 000 fois moins puissant. Voilà. Donc, en fait, on est dans une époque où ce qui compte, c'est la matière grise pour les entreprises. Donc, même si on est un petit pays, on peut être un pays puissant. L'Australie est un petit pays, Israël est un grand pays de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une volonté de vivre et si vous avez une vraie chaleur humaine, une vraie société de voisinage, vous survivez. Si vous n'avez plus la volonté de vivre, c'est Rémi, il dit à Clovis, parce qu'on parlait de Clovis tout à l'heure, il dit à Clovis, toutes les sociétés obéissent à la même loi. Si elles cessent de vivre de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Cher Philippe, la conclusion, galanterie oblige, je reviens à mesdames. Donc d'abord Clémence et ensuite Gabriel. Alors, mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est des dames? T'as voulu faire le mec inclusif, t'as dit on a créé... Bon, en tout cas, là, on a eu deux dames ce soir soir et tu les as présentées, mais qui te dit qu'elles se sentent femmes? Et qui te dit que tu es homme toi-même d'ailleurs? Moi, bon, en tout cas, il prend la parole à la place des femmes. Voilà, c'est sans fin. Clémence, allez. Évidemment, on peut revenir sur la culture et tout ça. On connaît la fameuse tirade du général de Gaulle, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, etc. Donc ça, très bien, on est non, mais enfin, en fait, on ne connaît pas tout cette Non, mais d'accord. Mais l'idée aujourd'hui, tu parles de l'identité culturelle européenne. L'identité culturelle européenne, aujourd'hui, elle est détruite par l'Europe. Je suis d'accord. Elle est détruite par la Commission. Oui, mais soyons réalistes. Alors parlons d'aujourd'hui. Je viens de distinguer l'Union européenne de l'Europe. Non, mais d'accord, mais là tu dis, c'est bien, je veux défendre l'identité culturelle européenne. Donc, non, pas l'identité culturelle européenne, c'est défendre l'Europe et ce que nous sommes et les menaces vis-à-vis de nos peuples. Mais quelles sont les menaces aujourd'hui? C'est la Commission européenne. Toutes les menaces LGBT, le wokisme, l'islamisme nous vient du fémiso dans l'Union européenne. L'Ukraine, c'est l'Union européenne qui la veut avec notre ami. C'est un outil, cette Commission européenne, si elle est dirigée demain par d'autres personnes. C'est la Commission européenne, pardon. Mais c'est un outil, si elle est dirigée demain par d'autres personnes, qu'est-ce que tu feras? Mais c'est ce que disent les réformistes de gauche de l'Europe depuis 40 ans. Si demain elle est décidée par dirigée par quelqu'un d'autre, ça changera. On les emmerde, on n'a pas le temps d'attendre, on est la France. Tu vois pas que la Commission européenne, c'est complètement déraciné des peuples, en fait. Je suis d'accord, mais c'est pas lié à la Commission, c'est lié aux gens qui les dirigent. Bah non, c'est lié à la Commission. Mais non, c'est la Commission, elle n'a pas d'existence en tant que telle. Ce sont les hommes qui dirigent. Il a raison. C'est l'homme de loi. Allez, je suis pas certain que tout le monde comprenne ces subtilités. Clémence, donc le mot de la fin de ce débat, et avant de passer la parole à Gabriel. Ça y est, j'ai eu le mot de la fin. Bon, ça y est, Gabriel. Non, je voudrais simplement revenir sur les propos qui ont été tenus sur Giorgia Meloni. Alors, pour la défendre un peu. Emmanuel Macron un peu en catimini. Oui, mais je pense qu'il y a un écueil qui guette quand même la droite, on peut dire, ou en tout cas cette famille d'idées identitaires, souverainistes, appelons-la comme on veut. C'est qu'elle n'a
pas touché le pouvoir depuis fort longtemps, notamment en France. Et quelqu'un me disait assez justement, vous avez tellement perdu que quand vous avez un peu moins perdu que d'habitude, vous avez l'impression d'avoir gagné. C'est un peu vrai sur le plan électoral. Hein. Bon. Et il faut quand même se souvenir du drapeau blanc du comte de Chambord, en fait, toutes ces affaires qui ont miné, disons, l'histoire de France. Et tout ne peut pas être fait en 2 secondes. Alors c'est vrai que comme la droite, celle qu'on appelle la droite classique, a beaucoup trahi, il y a une attente extrêmement forte, mais elle devait faire quoi, Giorgia Meloni? Lui sauter à la gorge, Ursula von der Leyen lui arracher le nez? Enfin, évidemment qu'il y a il y a pas obligé de faire sa première rencontre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que laissons le temps à Giorgia Meloni de faire les choses. Et je rappelle, dernier point, que celui qui a fait bouger le paquebot, c'est François Mitterrand, quand même, fortement. Enfin, Giscard y a contribué, mais qui a donné un coup de changement de cap extrêmement fort. Vu à l'aune d'aujourd'hui, Mitterrand, des folies, par exemple, sociétales, Mitterrand, c'est un homme conservateur. Donc, il a commencé à faire doucement bouger le paquebot, et pourtant, c'est lui qui, in fine, a mené à la situation... Ce sera le mot de la fin. J'étais là quand j'ai entendu la phrase de Mitterrand, pour souligner ce que vous dites. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. C'est terrible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On termine avec juste 2 derniers dessins. Le LGBTisme dans la République, qu'en pense Marianne? Appelez-moi Robert. Et enfin, COP27, c'est chaud. Union européenne, ça Frexit. Voilà, c'est la fin de ce premier débat. Restez avec nous. L'interview confession, on le montrera tout à l'heure. Tout de suite, l'interview confession. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. terredefrance.fr. Voilà, on enchaîne rapidement puisque le temps est compté. Philippe de Villiers, c'est le moment. Un peu de vin. Voilà, d'ailleurs, Charles Mathieu, vous pouvez peut-être venir resservir les verres vides. Je vois que Pierre n'en a plus. Comment ça Alors voilà. Alors c'est le moment de l'interview confession. C'est très simple. On vous pose des questions et vous essayez d'y répondre le plus rapidement et simplement possible. C'est parti. Quel est votre héros dans la vie réelle? Il est mort. Mais pour moi, il est vivant. C'est François Athanase, Charrette de la Contrie. Dans la devise, et dans mon cœur, et dans le cœur de tous les Vendéens, et beaucoup de Français, rien ne se perd jamais. Deuxième question. Quel don de la nature voudriez-vous avoir? Le respect du timing. Don de la nature. J'aimerais bien avoir l'ubiquité, et si j'étais un saint, la bilocation pour pouvoir apparaître dans différents endroits en même temps. Magnifique. Troisième question. Et si vous étiez un livre? Un livre. Les Mémoires d'Outre-Tombe, où j'ai droit à une deuxième. Oui. Le Dialogue des Carmélites. Il y a la supérieure qui discute avec la petite Blanche de la Force, et Blanche de la Force lui dit « Mais ma mère, c'est nous qui tenons la règle. » Et la supérieure lui dit « Non, c'est la règle qui nous tient. » En d'autres termes, la règle, c'est la culture, mais c'est la politique qui tient la culture, et pas l'inverse. Il faut toujours s'en souvenir. Question 4. Que chantez-vous sous la douche? Si on te balance Camélia Jordana, t'es niqué. Donc, sous la douche, d'abord, je me mets en situation pour vous répondre. Donc, sous la douche, je suis nu. Allez, on vous en prie. Et donc, sous la douche, je prends des douches assez longues et qui sont froides. Oui, c'est ce qu'on m'a recommandé. Et tôt le matin. Oui. Et en fait, qu'est-ce que je fais sous la douche? Il y a la pomme au-dessus. Hein, okay. Donc, je fais des vérifications d'organes, du haut en bas et de bas en haut. Et en fait, je suis assez content. Et là, et du coup, vous chantez quoi? Je siffle. Ah. Ô Jésus, que ma joie demeure. C'est une réponse.
Question 5. Avec qui aimeriez-vous dîner? Alors, On a l'embarras du choix. ben là, Ouais, avec nous. oui, alors, tout dépend du plat. thème du dîner. Si c'est avec une actrice, c'est Ornella Muti. Ornella Muti. Oui, Ornella Muti, oui, qui a joué, je l'ai vu interpréter la Passion et jouer la Sainte Vierge. Elle était magnifique. Toujours en rapport avec la religion. Eh oui, bien sûr. Surtout à mon âge, vous comprenez. On approche le dernier passage. Ornella Muti. Attends, Ouais. après, Vous avez qu'une réponse, si c'est un... gourmand. Non, mais attendez, si c'est un sportif de Djokovic, parce que c'est un résistant. Enfin, il a perdu, là, la fille. Oui. Parce que, juste un mot, parce qu'il a refusé de se faire vacciner, c'est Oui, ça que vous dites. Voilà. Il n'a pas pu, d'ailleurs, Il n'a pas pu faire l'Open jouer d'Australie. l'US Open. Et voilà. Il s'est montré réfractaire. Moi, j'aime ça. Il est libre. Bon. Ensuite. Donc vous nous dites que vous n'êtes pas vacciné, c'est ça que vous nous dites. Ah, mais absolument pas, non. Bon. J'ai le malheur. C'est pas le sujet. Bon. Un jour, sur un plateau chez Pascal Pro, j'ai dit une chose en blaguant, et ça m'a été reproché, etc. On m'a dit, mais vous n'êtes pas vacciné. J'ai dit non, vous avez un pass? J'ai dit non, j'ai un pastis sanitaire. Et on m'a dit, oh là là. Et attendez, et si c'est un architecte, je prends l'architecte de la Sainte-Chapelle. Voilà. Donc je fais un panel avec ces 4 invités. Question 6. Que détestez-vous par-dessus tout? Les journalistes. Sympa. Pas tous, pas tous. Pas tous. Pas tous. Robespierre. Parce qu'à cause de Robespierre, on a eu Mao, Pol Pot et tous les autres. Voilà. Les filles spirituelles. Voilà. Et puis, sinon, j'aime pas les courges. Courgette. Les courgettes, oui, j'aime pas. Dans la famille des courges. Vous me demandez ce que je déteste, voilà. Voilà. Allez, dernière question de cette interview confession. Et pour cette dernière question, dites-nous, quel est votre rêve de bonheur? Ah, vous l'assouvissez déjà en étant parmi nous. Mon rêve de bonheur, je le vis. Actuellement. Parce que mon premier rêve, j'avais un rêve d'enfance, c'était le Puy du Fou. Je l'ai réalisé, ce rêve. Et j'avais un deuxième rêve, c'est qu'un jour, un de mes fils me succède et prolonge l'œuvre et la fasse rayonner avec son talent. Il s'appelle Nicolas de Villiers, et donc je suis un père heureux et un créateur heureux. Eh bien voilà, réponse. Restez avec nous, c'est l'heure du second et donc dernier débat de Bistro Liberté. Immigration incontrôlée, identité malmenée, culture vilipendée, souveraineté attaquée. La France est-elle en train de disparaître? Et voilà pour finir dans ce Bistro Liberté. Avec un public merveilleux, on peut encore l'applaudir d'ailleurs. Voilà. Donc, on termine ce Bistro Liberté désormais encore, je le disais, très animé avec donc ce sujet. Donc, on va se pencher sur l'avenir de la France, cher Philippe de Villiers, sur ce grand pays qui semble aujourd'hui tomber bien bas et dont on peut se demander, en tout cas beaucoup se le demandent, s'il n'est pas en train de disparaître sous nos yeux. Alors pour vous, est-ce que la France est en voie de disparition, Philippe de Villiers? Cette question me rappelle un mot de Ernest Renan. Ah, je pensais que vous alliez me dire Paul Valéry. Je peux aussi dire Paul Valéry. Lui, il a parlé de l'Europe, Paul Valéry. Est européenne, toute terre qui a été romanisée, christianisée et soumise à la discipline des Grecs. Voilà, il a dit que les civilisations étaient toutes mortelles aussi. Et non, Renan disait, une nation, c'est des gens qui ont fait des grandes choses ensemble et qui veulent faire des grandes choses ensemble. Et il donnait 3 critères. Alors je les reprends pour répondre à votre question. Premier critère, une nation, c'est une mémoire commune qu'on veut partager. Or, aujourd'hui,
Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que nous vivons ce qu'on pourrait appeler un mémoricide post-identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on prive les enfants de notre patrimoine et on leur enseigne 200 ans d'évangile des droits de l'homme depuis la Révolution française, mais avant rien, plus rien, presque plus rien. Tout notre passé est déclaré affreux. Donc vous ne pouvez pas criminaliser la mémoire d'un pays et après vous plaindre que les enfants se révoltent ou tombent dans l'indifférence. Premier critère, la mémoire commune. Deuxième critère, l'art de vivre. Je parlais tout à l'heure de la tenaille. Avec les wokistes et les islamistes, cet art de vivre est aujourd'hui écartelé. Il y a ceux qui veulent imposer une nouvelle civilisation, l'islam, et ceux qui veulent imposer une décivilisation, les wokistes. Mais ils se rejoignent dans l'idée de s'installer sur le Wébistan, avec le transhumanisme, pour détruire ce qu'est notre civilité, notre société de voisinage. Donc l'art de vivre à la française est en train de disparaître. Je dis ça en trinquant à tous les vignerons de France, les vignes du Seigneur. Et troisièmement, la langue. Une nation, c'est une langue. Je voudrais rappeler que la France n'est pas née d'un coup d'échine, d'un coup de force, d'un coup de plume d'un Robin. Elle n'est pas née de la nature, contrairement à l'Angleterre. Elle n'est pas née d'un regroupement ethnique, contrairement à l'Allemagne. La France est née, c'est absolument inouï, quand on y réfléchit, d'un acte littéraire. C'est la chanson de Roland, en fait. Une chanson de geste. Quand Roland dit à Olivier, au moment de l'ultime agonie, « Tu tourneras ma tête vers France la douce ». Et c'est ce mot, France la douce. La France est une femme, la France est une mère, la France est une fille. La France est un être moral doué de tendresse. Et donc, cet acte littéraire, aujourd'hui, il est durement frappé, puisqu'on passe de la langue nationale à la langue inclusive, avec la cancel culture. Il y avait un papier excellent, lundi, de Jean-Marie Roire, sur le patrimoine français, qui disait « Le paysage français est en train de disparaître avec les éoliennes ». Et il notait que la langue française est frappée de plein fouet par nos élites qui maintenant préfèrent parler anglais dans les congrès, etc., etc. Mais si la langue est inclusive, c'est la fin de la langue française. Et la langue française, c'est beaucoup plus qu'un vecteur. C'est une manière de réciter un poème intime et qui est l'écho de l'univers entier. Voilà. Et donc, en fait, la France, le monde a besoin de la France. La France est en train de manquer au monde. Peut-être qu'elle est en train de disparaître. Il y a un mot de Chateaubriand. Alors, bien sûr, les gens qui nous regardent du melon, il exagère, Philippe de Villiers, etc. Non, malheureusement, on connaît l'histoire. Chateaubriand dit « Je connais des peuplades de l'Orénoque qui ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres. » Gabriel Cluzel, est-ce que vous pensez que la France est en voie de disparition et puis quelles seraient les causes de cet effondrement selon vous ? Je ne pense pas qu'elle soit en voie de disparition dans la mesure où il reste des foyers où elle reste rayonnante. Voilà. Et je pense que ça peut renaître de ces foyers. Mais de fait, vous avez évoqué le savoir-vivre à la française, qui est en fait la fine pointe de la charité chrétienne. Et ça nous renvoie à nos racines, évidemment. Toute notre façon de se tenir à table, de même la galanterie, aujourd'hui, valeur conspuée s'il en est. Et pourtant, force est de constater que s'il y a des féminicides, c'est parce que, selon le mot consacré, c'est parce que l'égalité homme-femme se conçoit intellectuellement, mais pas physiquement. Donc, et la galanterie, c'était ce supplément de force physique qui était offert à la femme par l'homme pour plus d'égalité, finalement. Et tout cela faisait partie de notre civilisation, de nos mœurs, et d'inspiration chrétienne, encore une fois, imprégnées de charité chrétienne, qui sont en train, évidemment, de disparaître. Vous savez, il y a une citation de je ne sais plus qui disait la culture
culture générale, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Eh bien, notre savoir-vivre, c'était précisément ce qui restait de notre charité quand on avait oublié finalement tout ce qui en avait fait le fondement. Pardon ? Alain, voilà. Et la cancel culture, c'est pas seulement d'aller taper sur une statue pour la faire tomber. Quand on laisse, par exemple, un calvaire au coin d'une rue, ou même notre patrimoine culturel, nos châteaux, toutes les bâtisses d'importance s'écrouler, faute de moyens, parce qu'on sait très bien que le ministère de la Culture réserve ses fonds aux créations, il faut voir la tronche des créations, pardon, pour ce vocabulaire trivial, eh bien, c'est une forme de cancel culture lente, douce, et que l'on ne voit pas, mais qu'on laisse faire, parce que moi, j'ai un petit calvaire près de chez moi, la branche s'est effondrée, et le maire dit que je voulais que je fasse, ça n'intéresse plus personne, donc tant pis, il va disparaître. Et je crois que ça partit vraiment de la cancel culture. Alors, moi, il y a un aspect important qui a été développé par Philippe de Villiers à grande échelle, mais qu'on peut, me semble-t-il, développer un petit peu sur le plan familial, c'est garder son roman. Il n'y a plus de roman national, mais tout le monde a un petit roman familial. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. Et là, il y a le 11 novembre qui approche. Je crois que chacun peut voir qui, dans ses grands-pères, arrière-grands-pères, a fait la guerre de 14. Et ça nous renvoie quand même à aujourd'hui, parce que quand on voit ces pauvres gars qui se sont battus pour un mètre de frontière, un mètre de tranchée pendant des semaines, qui en sont morts, et qu'aujourd'hui, ces frontières, elles sont ouvertes à tout vent, on se dit c'est bien la peine d'aller leur mettre des couronnes mortuaires sur les monuments aux morts. Tout ça, c'est une vaste farce, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont défendu, on est en train de le piétiner. Donc je crois que chacun, nous pouvons cultiver, vous savez que c'est important pour moi, les enfants, auprès de ses enfants, ce petit roman familial. Et tout le monde ne le fait pas, alors que, encore une fois, c'est pas la peine, même si on ne descend pas de la reine d'Angleterre, eh ben, on peut le faire à son échelon. Est-ce que vous pensez, moi j'ai envie de vous poser une question à vous tous, est-ce que vous pensez qu'il y a des Français qui souhaitent la disparition de la France? Et si oui, qui sont ces gens? Qui seraient les responsables? Une question évidemment un peu provoque. Greg? Il y a des Français qui veulent la disparition de la France, même comme entité juridique. Notre président. Il nous explique que la culture française n'existe pas, que la France, comme vous le disiez, est une puissance moyenne qui doit se dissoudre dans l'Union européenne. Donc il y a des gens qui souhaitent la disparition de la France. Ces gens-là existent depuis très longtemps. Déjà, Léon de Grelle disait pendant la guerre que sans Jeanne d'Arc, nous aurions fait l'Europe plus tôt. Donc, et je crois, et un jour je le démontrerai en vidéo, que le gouvernement que nous avons à l'heure actuelle en France est un descendant idéologique de cette idéologie de Vichy, qui est passé par Giscard, à qui j'accorde encore moins de mérite qu'à Mitterrand, c'est pour dire. Oui, pour moi, il était meilleur Mitterrand que Chirac. Que Chirac, même d'ailleurs, et que Giscard surtout. Est-ce que la France va disparaître? Alors, le problème, c'est que personne s'entend dans ce débat. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont dire bah oui, la France est en train de disparaître. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont leur répondre « Mais bien sûr que non, elle ne disparaîtra pas, il existera toujours un espace avec un drapeau, un président, mais cette France sera différente de votre France, vous conservateurs. » Voilà. Déjà, ces gens sont très optimistes. Parce que je ne suis pas sûr qu'au vu de l'idéologie de nos élites mondialistes, dans 20 ans, comme ils le disent, il y ait encore un drapeau français, un président de la République française avec des élections françaises et des frontières françaises. Ça vous choque quand le président parle devant un drapeau européen et qu'il n'y a plus de drapeau français? Oui, ça me choque, mais j'ai un mot à Greg. En fait, ce qui risque de se passer, Chaunu disait, l'histoire c'est la démographie. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura toujours une France. Alors, même pas sûr. Mais je vais dire comment ça va se passer. Au début, ils nous disent, ceux qui arrivent, les colons, les nouveaux colons, les colons wokistes, les colons islamistes, qui s'installent chez nous. Au début, ils nous disent, avec un tout petit coup de coude, bon, c'est quoi la France dont tu parles? C'est quoi la France? Et après, ils diront, ah mais la France, c'est nous. C'est plus vous, c'est nous. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que les francs-clovisserds, ça ne leur dira plus rien. D'ailleurs, il y a le président de la Seine-Saint-Denis qui a dit nos ancêtres les Gaulois, c'est une connerie, c'est fini tout ça. Voilà. Donc en réalité, ce qu'on risque, c'est d'être expulsé. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit... C'est le grand remplacement. Quelqu'un m'a dit ici, parmi les auditeurs merveilleux qui sont avec nous, quelqu'un m'a dit, en fait, moi je suis pied noir, donc j'ai vécu la grande transhumance,
l'arrachement. Je suis arrivé en France et aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre quelque chose de pareil, de similaire. Vous voyez ? Donc, en fait, ceux qui sont les conquérants, c'est-à-dire le djihad et les wokistes, qui veulent nous expulser de notre culture, à commencer par l'idée de la famille, parce que c'est la merveilleuse idée qui a été proposée par Gabriel, le roman familial, il faut qu'il puisse encore exister, à condition que la famille hétérosexuelle existe encore demain. Bon. Tous ces gens qui vont nous coloniser... Il y en a beaucoup qui vont vous dire aussi, il est normal que la population française change et que les cultures évoluent. Ah oui, mais dans l'histoire des peuples... Mais s'ils le décident. Dans l'histoire des peuples, quand il n'y a plus la volonté de vivre avec l'excellence française qu'on a dans le cœur, on meurt, on disparaît. Tous les peuples ont été balayés, les Amérindiens, ils ont été balayés. Je vous cite Synésios de Cyrène, en 399. Il s'adresse à l'empereur de Constantinople et il dit ceci, textuellement. Un peuple qui confie son limès au barbaricum. Le limès, c'est la frontière. Un peuple qui cesse de respecter et d'adorer ses dieux. Deuxièmement. Et troisièmement, un peuple qui ne pratique plus le mos maiorum, la pietas et la fides, c'est-à-dire le respect et la fidélité, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. On est en 399, 7 ans après 406, l'invasion. Fini, terminé, les barbares. Clémence Dekova. Alors, à la question, est-ce qu'il y en a qui veulent la mort de la France ? Oui, Emmanuel Macron veut la mort de la France, Ursula von der Leyen veut la mort de la France, et je vais reprendre un mot d'Emmanuel Macron, puisqu'il dit « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Lui, il dit qu'on est en guerre contre le Covid, puis en guerre contre l'Ukraine, puis en guerre contre le réchauffement climatique, mais la vraie guerre, c'est contre la France. Et ça, c'est ce qu'il ne dit pas. Et aujourd'hui, nous sommes des résistants. Pour finir sur une note positive, il y a finalement, les résistants, je pense, aujourd'hui, sont de plus en plus présents. D'ailleurs, la Fondapol s'inquiète, il publie des notes, la note Fondapol, sur le risque populiste. Eh bien, chaque année, la note Fondapol montre que le, entre guillemets, risque populiste monte. C'est-à-dire que nos idées progressent. Les idées du peuple qui veut se révolter contre mais malgré ce qui se passe tout, progressent. comme le rappelait tout à l'heure Gabriel, comment vous expliquez que l'angoisse existentielle que vous décrivez, elle ne se traduit pas dans les urnes au point d'être victorieuse ? Attendez, du calme. Ah oui T'as 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée. Bah oui, il en faut quand même 200. Pierre Gentil, Oui, non, mais t'as un plafond de verre, t'as une majorité. situation, t'as une réalité électorale qui n'est quand même pas faite pour être favorable aux partis qui sortent du bloc bourgeois centriste. T'as 89 députés à l'Assemblée nationale qui, quand on faisait des émissions sur ma chaîne, l'avaient senti venir. Ni toi, ni moi, ni personne. Absolument. Les 89 Pierre Gentil pareil, avait bien expliqué. je sais pas combien du PES. Personne ne l'avait Pierre senti Gentil venir. l'avait très bien compris, c'est le vote de confort, le vote bourgeois et le vote des retraités boomers, comme on dit. Pas Donc, tous, il faut toujours le rappeler, parce qu'il y a toujours évidemment, un titre dans les exactement. commentaires pour dire... Évidemment, Clémence pas termine. ceux qui écoutent ici cette émission. Maman, Et- bonsoir. c'est ça. Mais attends, est-ce que je peux reprendre Clémence Ouais. sur un point ? Je ne pense pas que Emmanuel Macron veuille détruire la France. Non. C'est très fort quand même ce qu'elle dit là. Oui, Vous pensez mais, vraiment non, mais que je Macron pense veut que la c'est mort de la différent pour bien le connaître. Vous aviez été relativement proche, puis Bah, ouais, l'histoire c'est- d'amour briller. Du calme. Une erreur de jeunesse. Non, simplement. Non, pas du tout. Non, c'est lui, l'erreur de jeunesse. Il est ambivalent, Oui. et donc il te dit, que les yeux dans les yeux, il faut arrêter l'immigration, vous avez raison. Donc voilà, même temps, voilà, oui. Oui, oui. bon, tu te dis, Mais il ne sait pas ce qu'il puisqu'il est au pouvoir, acceptons-en l'augure. Bon. Mais non, mais je vais vous dire, c'est un Young Global Leader de Davos, c'est-à-dire qu'il considère que la France est un terrain d'expérience, d'expérimentation, pour fabriquer l'homme du Wébistan, c'est-à-dire l'homo sapiens, l'homme qui zappe. Voilà. Et donc c'est ça son idée. Et il n'est pas tout seul. Tous les gens Bien en sûr, marche bien et sûr. toute la bourgeoisie française dont De Gaulle disait qu'elle est anationale, elle suit le mouvement. L'idée de faire une expérience d'un pays qui, de par ses élites, veut devenir un morceau du marché planétaire de masse parce qu'il croit au marché, au divin marché
il croit à l'idée, à la marchandisation du désir, qui va tout marchandiser. Regardez l'histoire de l'euthanasie, regardez le transhumanisme, regardez cette idée qu'on va tout vendre, tout acheter, y compris le ventre des femmes. Bon, ça, c'est Macron. C'est cette idée-là. Il est transhumaniste, il est mondialiste, il est multiculturaliste, il est européiste. Alors, finalement, ça fait beaucoup. Ah oui. Gabriel Cluzel, oui, allez, mais juste terminer. pour conclure, oui, sur ce, donc en fait, il vend un pays déraciné, donc un pays déraciné n'est plus un pays. Donc on est d'accord. On est d'accord. Non, oui, je voulais rendre justice aux boomers, pardon, parce que j'ai fait un article, je bats ma culpe, mais j'avais fait un article sur Boulevard Voltaire après le deuxième tour en accusant un peu les boomers, parce que c'est vrai, c'est quand on regarde la composition de l'électorat d'Emmanuel Macron, ils sont devenus un petit peu le bouc émissaire. Mais j'ai eu beaucoup de protestations, de faits. Pourquoi vous regardez, Gabriel Parce que vous l'avez dit il y a pas tout à l'heure. Et quand on regarde, effectivement, on va les regretter, les boomers, parce que cette génération-là, c'est la dernière qui a reçu. Alors, elle n'a pas toujours transmis. Et puis, déjà, il ne faut pas globaliser, parce que certains ont transmis. Et puis, ceux-là, ils sont vraiment remarquables parce qu'ils ont transmis. Ceux, par exemple, qui ont résisté à mai 68, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils n'étaient vraiment pas nombreux, donc ils ont moins de mérite que peut-être la génération aujourd'hui qui se sent, qui tient un petit peu plus chaud. Mais surtout, ils sont donc, encore une fois, les derniers à être dépositaires d'une forme de culture. C'est les derniers à être enterrés à l'église. Pardon de revenir, on va me prendre pour une grenouille de bénitier, mais c'est pas grave. Bientôt, la génération suivante s'en fichera comme d'une guigne. C'est les seuls à se souvenir, même ceux qui sont athées d'ailleurs, ils connaissent quand même l'histoire religieuse et qui est imbriquée à l'histoire de notre pays. Ils ont des lettres, enfin, ils ont reçu une éducation. Et moi, ils sont très... ils savent ce que le mot bénévolat veut dire, hein, ça a l'air de rien, mais la société tient aujourd'hui en France avec du bénévolat et il n'y a plus que les boomers qui soient capables de donner de leur temps de façon gratuite. Et moi, j'ai été très frappée au moment de la crise de l'essence. Il y avait une petite dame qui n'arrivait pas, très âgée, qui n'arrivait pas à s'en sortir avec son tuyau parce que ça ne rentrait pas dans le réservoir. Donc, nous l'avons aidée avec la pompe à essence et elle nous dit non, mettez que 30 € parce qu'il faut en laisser pour les autres. Et à côté de ça, vous aviez la France Orange Mécanique ou Mad Max qui, elle, vidait les pompes tant qu'elle pouvait, voire monnayer en faisant des marges dans certaines banlieues l'essence. Donc c'est vrai que quand la génération des boomers va passer, ce sera vraiment sans doute... Alors ils ont peut-être fait beaucoup d'erreurs collectivement, encore une fois pas individuellement, mais je crois que ce sera vraiment le temps des barbares. J'aimerais revenir, oui, Pierre Gentillet, justement à ce sujet de l'immigration incontrôlée. Est-ce que vous pensez que l'immigration zéro, c'est faisable, c'est réalisable? Je peux juste répondre à un tout petit truc. Après, je sais que c'est pas le sujet, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, la génération auprès de laquelle se traduit la plus haute forme de civilité, c'est aussi cette génération-là. Mais c'est pas ça le sujet, c'est ce qu'ils votent. Et c'est ça la difficulté, et c'est même parfois la contradiction. C'est-à-dire souvent, quand on regarde cette génération, sur les questions d'immigration, ils sont plus à droite que la majorité de tout le monde. Le problème, c'est qu'ils votent Emmanuel Macron. Mais ils ont été victimes de l'Église, là aussi. Ah oui, je suis d'accord, mais disons, je suis d'accord avec vous sur le biberonnage de logique, mais accordons-leur quand même un petit peu d'autonomie. C'est pas non plus des gens qui sont... Enfin, faut pas mettre uniquement ça sous le compte de l'influence des médias, etc. Mais voilà, si vous voulez, je ne confonds pas Cohn-Bendit et Lugan, vous voyez, pour moi Lugan est un modèle, et pourtant c'est la génération, mais sauf qu'il est de l'autre côté, voyez-vous. Mais je sais qu'il existe des Bernard Lugan et je lui rends hommage d'ailleurs. Maintenant sur la question que vous posiez, non, l'immigration zéro ne peut pas exister, l'immigration zéro n'a jamais existé, mais il faut dire immigration zéro, pourquoi ? Parce que la différence entre un politique qui arrive et qui vous dit, comme Darmanin, je vais réduire l'immigration, obligation de moyens en droit. Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de nos frontières ? Attendez, j'arrive. Et quelqu'un qui arrive et qui vous dit immigration zéro, obligation de résultat. Je préférerais toujours obligation de résultat à une obligation de moyens, parce que l'obligation de moyens, elle est floue, et on la connaît, l'obligation de moyens. Donc, je préfère qu'on ait ce discours-là. Ensuite, je sais que ce n'est pas possible, mais maintenant, si vous voulez, pour revenir sur le fond du sujet, bien sûr qu'on peut avoir une immigration contrôlée, mais encore faut-il le vouloir. La majorité des Français le veulent, et même, d'ailleurs, je reprends ce sondage de CNews d'il y a quelques semaines, 2 tiers des Français veulent réduire fortement, c'est pas juste réduire, c'est réduire fortement l'immigration. Donc, il y a un consensus dans la population française sur ce sujet. Il n'est pas partagé au niveau des élites. Mais maintenant, ce qui est bien important de comprendre, et ça nous ramène au débat de l'origine, au tout début là, de ce qu'on avait là, c'est qu'est-ce qui compte pour nous ? Je ne rouvre pas le débat sur l'Union européenne. Je dis qu'est-ce qui compte pour nous ? Non, s'il vous plaît. Non, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qui compte pour nous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la France ?
Moi, je pense... Mais non, mais qu'est-ce que c'est le peuple? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est la nation? Est-ce qu'on fait une différence entre les deux? Moi, je suis fondamentalement attaché au peuple français. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est une notion beaucoup plus objective que la nation, qui est un contrat, qui est une notion tout à fait subjective. La nation française existe. Et en réalité, elle existe même avant 1889. On va pas se lancer dans un cours d'histoire. Le français et la nation française sont nés en même temps à Bouvines. Oui, mais alors, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une réalité... C'est-à-dire que la nation est une réalité politique. Le peuple n'est peut-être une réalité politique, mais c'est avant tout une réalité culturelle. Et c'est d'ailleurs en ça qu'il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas des peuples germaniques. Il y a, et c'est bien Fichte qui l'a montré, il y a un peuple germanique, des Germains, étalé d'ailleurs, et c'est tout le problème dans toute l'Europe. Et la nation allemande a été en réalité plus facile à construire, pas sur un plan politique, mais plus facile à concevoir. La nation française, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'elle s'est construite sur l'État. Mais il n'y a pas un peuple français. Ou plutôt, le peuple français est une composition de différents peuples, mais sédentaires. Et c'est ça, cette idée qu'il faut absolument balayer en disant on s'est construit sur différents peuples. C'est des peuples sédentaires. Là, ce qui nous arrive là, c'est pas du tout la même chose. C'est un flux migratoire comme nos peuples ou notre peuple, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait, même si j'aime pas cette expression, nous avons fait peuple, nous avons fait nation. Ça suppose un contrat dont je n'aime pas. Nous n'avons jamais été exposés à des phénomènes migratoires de déracinement aussi importants. Nous sommes des peuples qui se sont constitués avec l'État et la religion catholique pour faire la France, pour faire le peuple français. Mais il est bien important de comprendre qu'il y a des peuples à l'origine et des peuples sédentaires. Et ça, c'est une notion objective qui a des réalités culturelles. La réalité culturelle basque est indéniable, la réalité culturelle bretonne est indéniable, la réalité culturelle, encore plus fin, vendéenne est absolument indéniable, berrichonne, etc., Tourangelle. Mais c'est ça le plus important, et c'est ça ce qui est à la base de tout. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, une réaction, Philippe de Villiers? Et je voudrais dire que sur le drapeau des petits gars de Chambretot, la classe 14, Vendée, on n'est pas loin du drapeau blanc et du génocide vendéen, quelques générations après. Sur le drapeau, ils partent les conscrits avec un béret, une fleur à la bouche, et sur le drapeau, il est écrit « Quand la France voudra ». C'est ça une nation. C'est qu'en fait, il y a des peuples, vous avez raison, il y a les Vendéens, il y a les Corses, il y a les Bretons, etc. Ils ont des caractéristiques très différentes, les Basques, etc. Mais n'empêche que quand il s'agit de décider quelque chose de vital, on se retrouve tous ensemble. Sur le commun. Et moi, je pense là aux téléspectateurs qui se disent peut-être vous-même, bon, bah oui, mais alors quelle est la solution? Quelles seraient les premières mesures à prendre pour mettre la France sur les rails? Je vous réponds là-dessus de manière imagée. Il faut un rempart et il faut retrouver la maison. Il faut un rempart. S'il n'y a pas de rempart, on sera colonisé. On est en voie de colonisation, on est en voie de conquête. Donc le rempart, c'est la frontière. Alors, vous me direz, c'est pas possible, etc. Ben si, Orban le fait. Il y a un gars qui le fait en Europe, Orban. Bon, alors, c'est pas parfait ce qu'il fait, n'empêche que c'est pour ça qu'il s'oppose à la Commission de Bruxelles. Et les Polonais aussi, d'ailleurs, etc. Donc c'est possible. D'ailleurs, c'est l'enjeu des élections américaines, etc. Donc, le rempart. Deuxièmement, la maison. La maison, c'est savoir où on habite. Si on ne sait plus où on habite, il n'y a plus de maison. Et donc, en fait, s'il y avait une chose à faire, c'est ce que j'avais essayé de faire quand j'étais secrétaire d'État à la culture. J'avais dit à Chirac, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut lancer un grand projet d'éducation artistique pour tous les jeunes Français. Il faut faire pour l'éducation artistique ce que Jules Ferry a fait pour l'enseignement général. C'est-à-dire faire pour les disciplines artistiques ce qu'on a fait pour les disciplines générales au moment de Jules Ferry. Et c'est-à-dire donner à chaque Français le goût de la France par le beau. Aujourd'hui, si on dit aux Français, la France c'est un grand pays, la France c'est un grand peuple, la France c'est un pays puissant, ça ne marche pas. Les jeunes sont des écorchés vifs et ils voient bien que c'est faux, qu'on est un pays déclassé. Par contre, si on leur dit, regarde la France comme elle est belle, alors ça marche. Il y a un truc... Ouais. Je vais essayer d'apporter un peu... Je ne sais pas comment je vais exprimer cette idée, mais je vais essayer d'exprimer parce que ça me semble important. On est beaucoup ici, il y a beaucoup de gens qui font une jonction comme s'il y aurait un accord tacite entre le wokisme et l'islamisme qui serait d'accord sur un agenda politique commun. Je me permets de douter de la réalité de ce fait. Mélenchon. Je suis d'accord.
construction politique temporaire et opportuniste ou véritable adhésion idéologique? Je te réponds juste, Oui. je te réponds par un mot, intersectionnalité, c'est ce que ça veut dire. Concept qui n'est maîtrisé que dans 3 facs de sociaux. Ah non, la France est en train de devenir un campus américain. C'est là la différence. Je donne un exemple tout con. Ça peut pas durer. J'ai un camarade que je vais saluer ici, je sais pas, vous le couperez peut-être au montage, il s'appelle Damien Tarel, il a mis une gifle au président de la République. Et Damien, il m'a raconté ses 4 mois de prison. Chose qu'il dira pas à TPMP. Il arrive, première chose que les mecs lui disent, ah, t'es le mec qui a niqué Emmanuel Macron? Ouais. Mais toi, t'es pas un peu genre les rois de France, les chevaliers et tout? Ouais. Ah, mais c'est cool, toi, t'es pas un PD, là, t'es pas un républicain, t'es pas les trucs, là. Voilà. Il y a une fascination pour la jeunesse issue de l'immigration, pour ce qu'a représenté historiquement la France comme un modèle dominant, fort et sûr de ses valeurs. C'est une réalité. Il y a des gens qui en ont fait un programme politique pendant 15 ans, il y en a un, il s'appelle Alain Soral. Je suis pas d'accord avec les conclusions qu'il tire. Néanmoins, je constate une chose, c'est que ça, c'est un fait qui est réel. Damien, il me dit, la semaine dernière, j'arrive à Paris, il y a un jeune de 16 ans, il me chope. Il me dit, ah, mais toi, tu veux qu'on nique les Sarrasins, c'est ça et tout? Je sais pas, viens, on prend une photo. Il y a un respect chez une partie de cette population pour ce qu'a été la France, qui leur a été inconsciemment transmise par le respect qu'avaient leurs parents pour ce pays Philippe de Villiers, qui vous leur a condamnez donné. cette gifle envers Macron, vous la condamnez. Tiens, parenthèse, j'aimerais avoir l'avis de Philippe de Villiers là-dessus. Cet acte, vous le condamnez. Là, vous me mettez en position de confesseur, je vais vous dire, jeune homme, il ne faut pas faire ça, mais je vous comprends. Ce que je voulais dire par cette idée, c'est qu'en réalité, ceux qui défendent cette espèce d'alliance contre nature, entre le wokisme, quand tu défends les frères musulmans et la liberté de ton orientation sexuelle, c'est qu'il y a un problème idéologique. Ce n'est pas une ligne politique. C'est au pire un patchwork électoral dû à une situation pour gagner. Et que les gens sont pas cons, ils le voient. Et qu'aujourd'hui, je le vois depuis quelques semaines sur Internet. T'as des youtubeurs, je vais pas leur faire de la pub, qui disent « Mais attendez, nous, on est la première communauté homophobe de France, les musulmans. On doit aussi régler ce problème. » Et qui, en réalité, les gens qui vont défendre cette congruence intellectuelle entre l'application d'une doctrine abrahamique radicale et la liberté d'être aquagender ne sont ni des représentants des uns, ni des représentants des autres. Et qu'une grande partie de la jeunesse musulmane française s'est pas encore perdue un respect pour la France des livres d'histoire. Non mais en une phrase... C'est peut-être rattrapable. Il y a une phrase pour illustrer ce que tu dis. Mais il faut virer les escrocs. Il a raison. Il y a une phrase pour illustrer ce que tu dis. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule Gay Pride qui ait été organisée dans le 93 ? Point. Ils l'ont fait, voilà, ils ont tenté. L'intersectionnalité s'arrête là. Mais l'intersectionnalité, c'est un mythe. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui respectent ce qu'a été la France dans un imaginaire très fantasmé, très hollywoodisé, très ce que tu veux, mais qui se disent, la France, à un moment, ça avait des couilles. Alors, est-ce que... ça existe, alors, ça. Je te réponds parce que je vois ça... Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? On leur dit, vous êtes des alliés des woke et allez vous faire foutre. Alors, il y a peut-être une petite chance que tu aies raison, à une condition, c'est qu'on soit capable de se tenir droit, nous la France, nous les Français, et qu'on soit capable de parler avec des yeux de feu de notre patrimoine, pour le faire aimer. Pourquoi? Parce qu'une nation, c'est un lien amoureux. Et donc, il faut refaire un peuple amoureux. Et si le peuple français redevenait un peuple amoureux de son patrimoine, amoureux de ses gènes, amoureux de son passé, amoureux de tout ce qui fait notre grandeur, amoureux de nos gloires, de nos saints, de nos héros, de nos légendes, alors il y a des gens qui viendraient s'agglutiner vers nous. Parce qu'on est toujours attiré vers la lumière, par la lumière. Clémence. Juste pour répondre à Greg sur l'histoire de l'alliance wokiste, islamiste, cette tenaille qui n'est pas censée tenir debout, certes, elle ne tient pas debout, mais elle tient debout pour qui? Pour la stratégie électorale. Donc pour Emmanuel Macron et puis dans d'autres pays, Et en fait, cette stratégie, c'est la stratégie Terra Nova poussée 2.0, donc poussée à l'extrême. Et là où je suis d'accord, c'est qu'elle va imploser. C'est-à-dire que de toute façon, cette discrimination... Mais oui, mais c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc il ne faut pas trop leur dire, là. En fait, il y a un exemple, c'est le néo-féminisme. Mais ils se le disent eux-mêmes en ce moment. Sandrine Rousseau et Elisabeth Badinter sur le féminisme. Vous avez vu, paf, ça éclate.
Mais bien sûr que ça éclate. Ouais, voilà. Non, Et les manifestations LGBTQ, maintenant, ils s'engueulent entre eux. Ouais. Non, mais je sais pas, je trouve que ça relève de la prophétie autoréalisatrice. Imaginez qu'il n'y a pas d'intersectionnalité, mais qu'il y en aurait une entre une France éternelle et une population qui arriverait et qui serait admirative de ce qu'on est jusqu'à vraiment se mettre à genoux. J'y crois pas du tout. Voilà, je pense que c'est possible individuellement, c'est pas possible collectivement, voilà, c'est ça. Non, parce qu'il y a une question démographique, tout simplement. Mais on intègre des individus, on n'intègre pas des communautés. Non, mais voilà, quand on arrive nombreux dans un endroit avec une culture, on la conserve, c'est vrai, des Français aux États-Unis. Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, c'est bien. On arrive quasiment à la fin, les 5 dernières minutes. Donc, non, mais sur moi, sur ce jeu-là, j'étais tout à fait d'accord. Moi, si vous voulez, ce que je voudrais bien qu'on retienne de ce débat, c'est que il faudrait maintenant qu'il y ait, et ça relie au premier sujet, qu'il y ait un consensus. Alors, il existe dans le camp national, mais bien au-delà. Je prends l'exemple du Danemark, notamment. C'est-à-dire qu'au Danemark, il y a vraiment un consensus sur le fait que l'immigration, est un sujet global, c'est-à-dire qu'il y a des incidences sur la justice. On le voit notamment sur la surreprésentation de la délinquance. Ça a été bien démontré par le ministre de l'Intérieur lui-même. Je le rappelle qu'il y a quand même 49%, 48% des faits de délinquance à Paris qui sont commis par des étrangers, alors qu'ils représentent pas spécialement 49-48% de la population à Paris. Donc, il y a un consensus à faire sur ce sujet, à droite comme à gauche. Il a été fait au Danemark, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Danemark a changé sa politique migratoire, mais depuis un certain temps. Et d'ailleurs, justement, ça nous amène à ça, c'est comment faire. Le Danemark, il l'a fait, il n'est pas sorti de l'Union européenne. Il a repris le contrôle de ses frontières sur le plan migratoire, et que je sache, il n'a pas été exclu, il n'y a pas eu de sanction sur l'euro qui lui a été imposée. Donc, ça nous ramène à la question du politique. On en parlait tout à l'heure avec Greg, c'est quand le politique veut, il peut. Et le Covid l'a bien démontré. On a réussi à mettre sous cloche toute une population au nom d'un virus qui était présenté comme la peste noire et dont aujourd'hui il y a plus de cas qu'il y a 2 ans, il n'y a pas une mesure sanitaire. Donc il faut maintenant, et j'en termine par là, un consensus sur cette question migratoire. C'est, je le répète, quitte à être un peu... Voilà, c'est l'enjeu fondamental de notre peuple, sinon il n'y aura plus de peuple français demain. Philippe de Villiers, il vous revient le privilège de terminer, de conclure cette émission, les 3 dernières minutes. Moi, je dirais 2 choses. La première, c'est que rien ne se fera sans l'école. Et donc, dès qu'il y a 2 familles qui se réunissent, il faut leur dire, vous créez votre école, hors contrat. Parce que je ne crois pas que l'éducation nationale soit en mesure de... Ah, vous ne croyez pas plus en l'école de la République? Je crois que l'éducation nationale, je crois que l'école de la République, elle peut passer autrement que par un ministère soviétoïde et qui, aujourd'hui, ne peut plus se déplacer. Il ne vous plaît pas le nouveau ministre de l'Éducation nationale? C'est pas la question. C'est un corps bureaucratique qui n'est plus réformable. Voilà. Donc c'est ailleurs que ça se passe. C'est toujours la liberté qui prend des aises en dehors du système. Donc ça, c'est la première chose. L'école, la transmission, la filiation. L'école et la famille. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait tous un comportement de dissident. Un dissident, c'est quelqu'un qui, dans l'Union soviétique, circulait avec un samizdat. On avait un livre sous le bras qu'on cachait sous le manteau. C'est Solzhenitsyn qui m'a expliqué ça. Et donc, la dissidence, c'est un exercice de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut apprendre chaque jour, en ouvrant ses volets, à être indépendant d'esprit. Parce que la contagion est rapide, elle se fait vite, et au nom de la contamination, on est tenté par les accommodements raisonnables, que ce soit avec le wokisme ou avec l'islamisme. Moi, ce qui me frappe, c'est que nos élites ont peur. Nos élites sont comme les bourgeois de Calais, un genou à terre, qui tendent les clés à l'occupant et au futur occupant. Et donc, il faut qu'on ait la tête droite et qu'on ose dire aux Français, ils finiront par nous reconnaître, nous sommes des dissidents, nous sommes des Français de passion, nous sommes des Français qui appartiennent aux patries charnelles de Péguy, et nous survivrons. Voilà, alors cette émission touche maintenant déjà à sa fin. Je tiens tout d'abord à remercier bien sûr le public qui est derrière nous. On peut l'applaudir encore une fois. Très en verve ce soir.
Merci Pierre Gentillet, merci Gabriel Cluzel, merci Clémence Soudiakova, merci Greg Tabibian. Et puis bien sûr, on va remercier nos dessinateurs. Ignace pour sa dernière salle de dessin. Donc je montre. Identité de la France, qui suis-je? Je vous laisse apprécier le dessin, qui n'appelle pas de commentaires. Invasion, d'un côté Charles Martel, je les empêche. D'un autre, Gérald Darmanin, je les intègre. Et enfin le dernier, avec Marianne au centre, elle accepte tout, vision migratoire, cancel culture, wokisme, LGBTisme, islam, même l'identité chrétienne de la France. Et oh, faut pas abuser non plus. Voilà. Mais bien sûr, cette émission n'aurait pas pu se réaliser sans justement un magnifique réalisateur, Raphaël Daudeville, on peut l'applaudir, il est en coulisses. On remercie également le producteur Arnaud Soyer, et puis bien sûr tous ceux qui sont là derrière, ce qu'on appelle les petites mains, derrière les caméras au cadre, donc Sébastien, Mathilde, Boris, et ainsi que Pierre. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Voilà. Merci beaucoup. Encore Philippe de Villiers. On sera devant C8 samedi prochain. Et puis on rappelle ce livre, Philippe de Villiers, La valse de l'adieu aux éditions Plomb. Merci d'avoir accepté de venir nous voir. Et on se donne rendez-vous quant à nous dans 2 semaines. Bye bye.